Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Format Collation, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous présente une nouveauté qu'on n'a jamais eue officielle, la cravache avec plumeau de la collection Ouch. Oui. Oui. Vous sentez-vous plutôt ange ou démon-démone aujourd'hui? Avec la cravache plumeau de chez Eros, explorez les deux côtés du plaisir. D'un côté, une stimulation douce et sensuelle grâce au plumeau, oui, c'est ça. Et de l'autre, une prise de contrôle plus intense avec la cravache. À vous de choisir ou de combiner les deux. Oh. Faites passer vos jeux de domination-soumission à un autre niveau avec la collection BDSM de Ouch. Ouh, okay. Alors, Emna, dis-moi donc, si la cravache et plumeau étaient un candidat ou une candidate d'OD, qui serait-il? Qui serait-elle? Bon, je vais d'abord la décrire pour les pauvres gens qui n'assistent pas, qui écoutent juste à l'audio. C'est un rare moment où notre jouet Eros n'a pas de moteur. Oui. Alors, je ne peux pas partir le piton pour vous faire écouter. Par contre, je peux vous faire écouter le côté... Comment on appelle ça? Attends un peu. Le côté... plus rough, là. Ouais, c'est ça. C'est comme... C'est cravache. Okay. Le côté cravache. Bon, moi, j'avais jamais entendu le mot cravache de ma vie. Alors, tu sais, les plumeaux à poussière, ben ça ressemble un peu à ça. Il y a une tête à plumes, n'est-ce pas, qui est très douce pour chatouiller, je pense, sa partenaire. Et il y a l'autre bout qui est vraiment un bout en cuirette qui slap. Comme un ceinturon dans le temps de nos grands-parents. Là. Exactement. Non. Oui, j'ai tout à fait le référent. Alors, j'attribuerais cette cravache à Maxime. Oh. Parce que Maxime a les deux côtés en lui, selon moi. Parce que vous le savez, c'est pas mon préféré parce qu'il n'a pas choisi Annie, puis je lui en voudrais jusqu'à la fin de mes jours. Alors, pour ne pas avoir choisi Annie, je le... je le punirais. Mais pour tous ces commentaires green flag et ouverts d'esprit et woke, je le chatouillerais derrière les oreilles. Oh! Et merci, Emma, et merci à ces compagnies de soutenir les ficelles. Vous pouvez utiliser le code promo ficelle15, tout collé sur le site web. Je chatouille Amélie. Pour profiter de jolis rabais sur vos achats. Merci, ça commence en grand, hein? Merci, Eros. Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 1er octobre 2025, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Chypre. Nous sommes présentement dans les studios de Virage Sonore. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour. Hello. Miliane de Embarques-tu Queer. Bonsoir. Et moi-même, Amélie Faubert. On vous parle aujourd'hui de love bombing, de OD qui n'aime pas les femmes noires et de la place de la queerness à Occupation Double. Bonjour tout le monde! Hello! Bienvenue au Ficelle, Miliane! Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir fait la route de Québec. Oui, de Québec. On a une vedette internationale de Québec ce soir. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Miliane, tu es la créatrice et animatrice de la première télé-réalité queer au Québec. Embarques-tu queer? Oui, enfin. Oui, petite pensée pour Solène et Robin qui demandent ça depuis 2018. Donc, elle est une DJ animatrice de métier. Et tu célèbres constamment l'amour en orchestrant, entre autres, des mariages. Et son deuxième métier de cœur qu'elle exerce à temps partiel, c'est de former des couples. Alors, aujourd'hui, forte de son bagage en journalisme, ayant aussi travaillé dans l'industrie télévisuelle à Salut Bonjour, elle met tout son cœur et son énergie pour créer et animer cette première historique au Québec, la télé-réalité queer, qui serait disponible sur le web au même moment que les bourgeons du printemps fleuriront l'an prochain, au mois de la fierté. Vous l'avez peut-être vu, là, nous, on s'est échangé ça là, sur TikTok là, puis sur Instagram dès que c'est sorti. C'était quoi, au printemps passé? Oui, au mois de la fierté. Oui, voilà. C'était notre première invitée sur la liste de 2025 cette année. Ben en fait, est-ce que tu voudrais nous parler justement de ton rapport à Occupation Double puis un peu de comment t'en es venue à justement vouloir fonder une télé-réalité queer? Certainement. Mes premiers souvenirs avec Occupation Double, c'était Pierre-Yves Lord à l'animation. Okay. Donc moi, c'était un petit plaisir coupable. J'écoutais ça en cachette. Je savais que c'était le rendez-vous quotidien pour ma famille. Moi, j'avais pas accès. Donc, toi, il t'empêchait de regarder oui, OD. T'avais quel âge, mettons, dans ces années-là?
J'étais jeune. J'étais trop jeune. Tout le monde était trop jeune. J'étais trop jeune. Fait que c'était une manière de me sentir connectée, d'avoir les référents culturels aussi. Puis, étant un jeune adolescente, en quête identitaire, à la recherche de modèles aussi, l'interdit, c'était attirant. C'était une illusion de maturité. Donc, c'est ça. Je me rappelle aussi de cette curiosité-là pour des contenus qui ne m'étaient pas dédiés. Ça se traduisait aussi par écouter des films, des séries. Tu sais, me taper là, la série complète pour un bout de romance queer de 3 minutes, là. Ça, 2 personnes de même sexe. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, l'édition OD Bali 2017, avec l'arrivée de Jessie Nadeau, femme assumée, queer, vegan, qui venait déconstruire les codes traditionnels aussi de ce qu'on avait vu. Ça a capté mon attention, là. Puis je voyais aussi qu'elle pouvait pas explorer ses possibilités parce qu'elle était entourée d'hommes cis hétéros. Et elle avait le poids aussi d'éducation à porter. Fait que voilà, depuis ce temps, depuis cette apparition, mon intérêt pour OD n'a jamais quitté. Puis je trouve ça fascinant que c'est un référent culturel au Québec. Tu sais, les Québécois, on est patineux, on aime ça, le drama. On en parle avec des amis, des collègues, la famille. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas de télé-réalité queer, sachant l'impact, tu sais, la portée incroyable que ça peut avoir une télé-réalité? Donc, j'ai décidé de changer les choses. Ben oui, mais puis c'est pas un petit défi, là, comme monter un show, là. Monter un show. Ouais. Puis c'est-tu parce que tu as un peu d'expérience en télé, tu as fait, je sais comment ça marche. Oui, bien sûr. En fait, je suis formée en journalisme, puis j'ai ce bagage-là que j'ai décidé de... Mais je pense que c'est plus une question d'action aussi. Puis j'ai décidé de me donner comme mission... Bon, la première mission, évidemment, répondre à ce besoin urgent de représentativité nuancée et authentique, surtout à l'écran de la communauté de LGBTQIA+. Mais aussi, petite mission personnelle, déconstruire tous les paradigmes possibles. Fait qu'on y va avec, oui, de l'encadrement bienveillant, avec des spécialistes, sexologues, travailleurs sociaux, mais un encadrement bienveillant, ça va aussi dans la disposition. Je sais pas si vous avez vu le logo... C'est un véhicule. Embarque-tu, queer. Ça le dit aussi dans le nom. Ça va jusque dans la disposition. Présentement, on est placé face à face. C'est l'amygdale, c'est une partie du cerveau qui est sollicitée et on a un hormone de stress là, qui est activé, le cortisol. Puis, ça fait en sorte qu'un premier rendez-vous, 2 personnes se scrutent du regard, on est dans un esprit de vigilance, il y a beaucoup de pression, alors qu'une disposition que je décide de déconstruire avec la télé-réalité, côte à côte, c'est 2 personnes qui sont beaucoup plus en confiance, qui sont en ouverture émotionnelle, parce que c'est la partie, le cortex préfrontal, qui est sollicité. Donc, on vient à déconstruire ça. Tout a été réfléchi. Les rencontres vont se passer dans des autos. Pour la première partie, ça sera dans un véhicule. Puis on déconstruit aussi les paradigmes de télé-réalité queer, de télé-réalité au Québec. Oui. Parce que c'est ça, il n'y en a pas de mouture non hétéronormative complètement queer. Fait qu'autant à l'avant de la caméra, candidat-candidate, animatrice. Yes. Et qu'à l'arrière, donc en coulisses, ce sera complètement des personnes issues de la communauté de LGBTQIA+. Nice, très cool. Mais genre, mettons l'équipement, les caméras, tout ça, ça coûte cher. Ça coûte cher faire ça, mais si c'était à la télé, ça coûte encore plus cher. Mais là, ça va être sur le web. Mais comme, est-ce que tu fais ça de A à Z toute seule? Est-ce que tu as une campagne de financement? Oui, au début, c'était ça. C'était une idée. Après, prendre des actions concrètes, un investissement. Comme je voulais investir comme une start-up de café, par exemple. Mais là, aujourd'hui, on est officiellement une OBNL. Oui! Alors, il va y avoir évidemment des campagnes de financement. Là, on reçoit des belles demandes d'entreprises du Québec parce que ça se fait aussi dans un premier temps sur la route. Donc, il va y avoir des ateliers qui entrecoupent là, ce parcours-là. Et les gens, ce sont des gens passionnés, bénévoles, professionnels du milieu de la télé aussi. Oh mon Dieu, c'est excitant. Excuse-moi, j'ai plein de questions, là, mais c'est parce qu'on t'a, là. T'es venu de Québec, là. Mais mettons, quand ça va être diffusé sur le web, est-ce que ça va être 100% gratuit? Est-ce qu'il va falloir faire un petit abonnement? Oh oui, ça va être 100% gratuit. Et c'est pour ça que c'est sur le web. Évidemment, il y a une première qui va être en salle. On a déjà notre endroit. Mais je veux que ça soit accessible sur le web. C'est la plateforme de prédilection pour les jeunes. Et, tu sais, pour les... De 15 à 24 ans, c'est à 86%. Donc, c'est une personne sur 3 qui consulte
YouTube par jour. Ouais. Et c'est accessible à l'international aussi avec les sous-titres. Donc, il y a une portée immense pour ce projet. Parfait. C'est très prometteur. Oui, très prometteur. On a hâte que tu nous dises là, où est-ce qu'il faut aller pour auditionner. Puis tout ça, en tout cas, on s'en parle plus tard. Ben, merci beaucoup. Hey, je vous propose qu'on passe tout de suite aux faits saillants. Parce que, comment t'as dit ça tantôt? Ton ordi allait prendre en feu dimanche. Mon tellement que petit tu clavier notais. sentait le petit cochon brûlé là, à la fin de l'épisode. Il s'est passé beaucoup d'affaires dimanche. OK, je vais commencer par un disclaimer. OK? Sur les réseaux sociaux, partout, puis les ficelles, on y participe, il y a beaucoup de gens qui commentent au dé. OK? Puis c'est super, évidemment. You do you, booze. Moi, par contre, mettons, je m'en fous que Sébastien, je sais pas pourquoi j'ai mélangé Sébastien et les ficelles. Sébastien, mettons, il a backstabé son chum de gars, il a frenché 2 filles, m'en contrefou. Là où ça me dérange, puis où est-ce que j'ai envie d'en parler, puis c'est pour ça qu'on fait les ficelles, c'est quand c'est rooted in misogynie, que ça reproduit des dynamiques de pouvoir, de la discrimination, qu'il y a des doubles standards, etc. Fait que je sais qu'on le sait, on dirait que je voulais le réitérer parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent ficello. Je voulais dire que nous autres, on est au-dessus de ça. OK? Alors, débutons. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que le show, au sens où comme on apprécie le drama, tu sais, on n'est pas obligé de critiquer. Le drama, on l'apprécie, c'est juste que c'est pas ça qu'on fait ici. Oui, mais dans le sens, comme, moi, au sens 150 TikTok sur Sébastien qui a backstabé Maxime m'entorche. Oui, si moi, tu je veux vas savoir. pas, oui, c'est ça. Si tu fais pas le pas de côté plus, je woke comprends de ce que ça. tu Voilà, veux dire. c'est ce que je voulais dire. Mais c'est ça. Alors, Moi, je vais pas j'aimerais sur TikTok, fait que commencer. je Oui, suis c'est voilà. musique. J'aimerais une commencer avec le joueur de hockey. Told ya! Ta-na-na-na. Faut toujours écouter Eminem, d'accord? Sur son expérience avec le monde du hockey. Donc, Tabarouette qui a été au centre de l'épisode, c'est Oh my Sébastien. God. Sébastien et Béatrice sont partis en voyage, évidemment, cette semaine. Ça a beaucoup fait jaser because il a fait tout ce que Arnaud rêvait de faire. Il a frenché une 2e fille différente et il a même gésérié avec Béatrice. Bon, peut-être pas à 100% parce que Béatrice nous a avoué en une fraction de seconde qu'elle n'est pas venue, pauvre petite Béatrice. Mais- Peut-être qu'on en reparlera dans ta chronique, Méliane. Mais oui, les images là, de fusées et de trains qui rentrent dans la gare, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pendant les premières secondes, j'étais comme, pourquoi ils nous montrent ça? Oups, c'est beaucoup de hop, le suçon. J'étais genre, OK, ils ont fait le COVID. Ils ont fait Ah le oui, COVID. ben je veux dire, oui. C'est ça qui est arrivé. C'est On peut-être décide- une des premières fois que c'est autant assumé aussi à Occupation Double, hein? Parce que, tu sais, mettons, on avait vu des ombres avec Kevin et Jennifer en Afrique du Sud, mais Ouais, j'ai pas d'arriver fouillé, puis d'être comme, mais- j'ai fourré. Ouais. Je pense que c'était une première. Ouais, Je ben, pense. moi aussi, je me rappelle pas. Ben, peut-être, je sais pas, mais on te regarde, Méliane, parce que tu sembles avoir fait une petite analyse des années précédentes. Mais en tout cas, moi non plus, je me rappelle pas. Surtout quand il a fini par l'annoncer, parce qu'au début, il l'a pas dit. Sébastien dans la maison des gars, il s'était promis, lui, puis Béatrice je de veux pas le dire, dire. premièrement, Je pense que c'était à si- sens unique, là, sa promesse. Oui, Oui. ça promesse. Puis s'il savait qu'il l'avait pas fait venir, peut-être qu'il voulait pas nécessairement s'en vanter. Tu sais, je pense pas qu'il se donne des fist bumps pour genre, j'ai trempé mon pinceau sans finir ma couche sur le mur. Je sais pas. Tu sais, je suis une métaphore boiteuse, mais comme, tu sais, je sais pas s'il voulait pas nécessairement peut-être parler de ses ébats, s'il était pas complètement comme Oui, content. je là. pense qu'il y a Écoute, ça. Puis il y a peut-être de ça, effectivement. En même temps, je sais même pas si les Le gars ont sait-il? l'air de s'en crisser. Ouais, c'est ça. Déjà, un, il le sait-tu. Deux, les gars ont pas eu l'air d'avoir posé la question parce qu'ils étaient juste comme « Oh yes, il a fourré! » Et mon Dieu, la réaction primate, comme d'habitude, était extraordinaire. Fait que oui, il y a eu ça. Je pense que c'est ça l'effet saillant Oh my de God. dimanche, mais ça a fait découler tout le reste du narratif. C'est pas un mot. C'est pas grave. Alors, ensuite, en voyage, Béatrice et Sébastien ont dû désavantager un garçon. Puis là, c'est ça qui a fait couler beaucoup d'encre ou de jus de bras de TikTok. Je sais pas c'est quoi l'équivalent couler d'encre en 2025. Parce que, donc, ils ont choisi ils ont choisi. Sébastien a Forcé. lancé un ultimatum pas très fair à Béatrice en lui disant je veux que maintenant tu choisisses entre Maxime et moi, alors que tout le monde était comme il aurait pu mettre Mathis, il aurait pu mettre Anthony, on savait pas c'était quoi le désavantage, mais
il voulait y aller avec un gars, tu sais, ou il aurait pu y aller avec un gars qui est très safe aussi. C'est ça que les gars ont reproché après. Arnaud, il était comme, t'aurais pu me mettre moi je suis safe, je peux pas partir. Le niveau de cockiness de cet homme au tatouage étrange. Mais je dois admettre que cette semaine, Sébastien l'a presque fait passer pour une bonne personne. Oui, hein, Arnaud, ça, là. c'est un exploit quand même. Là, parce beaucoup. que, hein, il y a beaucoup de ficellos qui étaient très déçus d'admettre qu'ils étaient en accord avec beaucoup de choses. Oui, moi aussi, moi-même, j'étais comme... pendant la soirée. Fait quoi? Moi, j'ai vu sur TikTok, parce que, comme je vous dis, les gens s'en sont donnés à cœur joie hier soir. Laurie, qui est une créatrice de contenu qui aime les ficelles. Si elle nous écoute, je la salue. Elle nous a fait un shout-out au début de la saison. Moi, je la suivais déjà, sans savoir qu'elle aimait les ficelles pour son contenu très relatable de femmes dans la trentaine. Elle dit que cet ultimatum de Sébastien est en fait un faux dilemme. Elle dit, on apprend ça au cégep. Elle dit, c'est la même chose pour les gens. Elle dit, c'est la même chose pour les enfants. Tu sais, là, c'est comme un faux choix pour que la personne prenne une décision, genre, mettons, tu veux que ton... Là, je la cite, elle, complètement. Là, c'est son exemple. Mettons, tu veux que ton enfant mange des légumes, tu lui dis, « Hey, veux-tu des brocolis ou veux-tu des choux-fleurs? » C'est un faux choix. Puis l'enfant, il est pogné pour manger des légumes après. Béa est pogné pour mettre un de ses tops en danger. Donc, fait que oui, quand ils sont... Mais puis il l'a dit, il a... Les gens ont reproché à Sébastien son non-honnêteté parce que à Béatrice, il a dit, Maxime, il est dans mes jambes un petit peu. Là. Prends une décision immédiatement. Mais à ses chums de gars, bien, surtout, dès qu'il est revenu de voyage, il est allé voir directement Maxime. Hey, tu sais, c'est toi qui étais désavantagé, mais tu sais, on t'aime bien, puis tout ça. Puis il a expliqué pourquoi ils n'ont pas mis Mathis. Béa voulait mettre Mathis. Sébastien a dit, il n'y a pas eu assez d'activité avec les filles. Ben, il y a peut-être une raison pourquoi il n'y a pas eu d'activité avec les filles. Peut-être les jambes trop lisses pour ça, je sais pas. OK. Béatrice, rafraîchissante, à part le geyser, là, elle a dit à plusieurs reprises, j'étais tellement horny, et ils ont bipé horny. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah non, j'ai pas remarqué. Je pense, c'est quoi? En tout cas, parce que moi, je regardais les sous-titres en même temps, je pense qu'ils disaient... Ça disait excité. J'étais tellement excitée, mais comme on n'entendait pas le horny... Moi, je trouvais ça... Ça, encore une fois, je pense pas avoir déjà entendu clairement une participante dire qu'elle était horny. J'ai trouvé ça le fun. Je sais pas si vous aviez des choses à rajouter là-dessus parce que j'y vais en parlant de horny, Max qui rebondit sur... Hey, j'ai adoré sa réaction. Oui, ça, j'allais le dire plus tard. Plus loin, non, mais j'allais juste le soulever, mais allons-y tout de suite. Je pense que ça relève de compersion. Oui, fait que Maxime, dans le fond, parce que Maxime était très triste. C'est un épisode où est-ce qu'on l'a vu pleurer. Moi, je pense qu'il y avait une partie de lui qui était triste par rapport au fait que Béatrice et Sébastien étaient en voyage. Là. Mais aussi, là, tous les nouveaux gars qui se sont ajoutés. Il n'a pas l'habitude, il l'a dit, d'être dans des gros groupes de gars en compétition. Ce qui nous confirme qu'il n'a jamais joué au hockey, ce qui expliquerait pourquoi c'est un gars qui a de l'allure, n'est-ce pas? Fait que oui. C'est ça le trash. Oui. Les joueurs de football correct, mais comme les joueurs de hockey, c'est là que ça il n'y a pas dit qu'ils jouent au football non plus. Moi, tous les sports d'équipe, ça marche pas correct. C'est bon. Les sports, en tout cas, bref, ça sera pour un autre épisode. Mais oui, donc, éventuellement, là, on saute des étapes, mais c'est pas grave, on peut y aller tout de suite. Éventuellement, Béatrice et Maxime se sont expliqués. Donc, et Béatrice, lui, c'est pas comme excusé, mais en tout cas, lui a dit qu'elle était quand même toujours intéressée par lui et tout ça. Puis lui, il lui a comme dit, tu sais, moi, Béatrice, ça me dérange pas que tu as eu des rapprochements avec d'autres mondes. Puis là, moi, je savais qu'il était cool, Maxime, là, mais quand il a dit, même que ça m'allume, tout le monde a fait... Ah non, mais il y a eu genre un gasp collectif. Là. Moi, j'étais comme, mais quel green flag? Genre, je sais pas, il y a probablement beaucoup de Manon et de Ginette qui ont trouvé ça inacceptable dans le public, mettons, plus cible d'OD, pas OD à la gauche, là, mais comme le public normal ont probablement dû faire comme, ben voyons donc, mais comme... Dans mes groupes chat, moi, ça s'excitait le poil des jambes. Nos jambes polices comme Mathis. Les gens, en tout cas, tout le monde était bien excité. Avec raison, je pense. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ça confirme quand même que Maxime c'est pas vraiment un tata. Là. Oui, mais je trouve qu'il y a une belle ouverture. Puis aussi, tu sais, ça veut juste dire qu'il n'est pas jaloux nécessairement ou ne se sent pas en danger par une sexualité qu'il y a eu entre Béatrice et Seb. Attendez, le moment où est-ce que, après ça, Sébastien s'est senti corner, là, je pense qu'il y a eu comme un party entre, tout ça, puis là... Quel moment? Il y en a tellement. Oui, effectivement. Mais là, après que les filles aient quitté le party, et là, tous les gars se sont retrouvés entre eux, puis là, Sébastien, il regarde Maxime, puis il fait « Toi, finalement, t'étais pas... » J'ai oublié quelle expression de douche j'ai utilisée, là, mais « Toi, finalement, c'était pas good, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Tu m'as dit qu'on était good, puis on n'était pas good en pointant Maxime. » Puis Maxime...
avec le plus grand calme, green flag ever, il a fait « Regarde, moi, tu m'as pas tout dit. » Puis aussi, les filles me l'ont dit que vous aviez... que les filles sont parlées entre elles puis que pas toi. Puis aussi, les filles, elles me l'ont dit que toi, tu semblais avoir des issues avec ta confiance en toi puis tes insécurités. Puis c'est pas grave. Puis j'étais comme « Standing ovation dans mon salon! Mon Dieu! Slay King! » Encore une fois, je suis pas la plus grande fan de Maxime parce que j'aime pas les hommes en général, mais ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Sinon, mettons que je vous amène ailleurs. Là, c'était un très court moment, mais qui m'a fait tilter, puis il y a une ficelloune qui a validé mon sentiment. Quand Fred a demandé au gars « Hey, est-ce que vous considérez le Pilates comme un vrai workout? » Puis là, les gars étaient comme... Ouais. Puis là, je pense que la prod s'est dit, parce que c'est pas Fred, évidemment, c'est la prod qui écrit ces questions. Fait que là, sûrement que la prod, elle s'est dit, oh, on va dire ça. Puis là, les garçons, ils vont dire, ben non, ben. Puis là, ça a comme pas marché, leur affaire. Puis là, il y a une ficelloune, Alexia, qui a dit, c'est vraiment poche parce que ça renforce tellement la mentalité que c'est pas légitime, l'activité physique, qui est pas aller au gym, puis que c'est pour les filles, donc plus facile. Je n'ai pas aimé. Moi non plus. Ficelloune, Alexia. Merci pour ce ressenti. Puis moi, tous les gars qui font du hot yoga avec nous, pour moi, ce sont des green flags de base parce qu'ils sont capables de venir au hot yoga et de pas se sentir émasculés. Fait que... Ouais, puis le pilates, c'est comme l'affaire la plus de ma vie. Moi, ma meilleure amie a fait du yoga latte. C'est une crise de folle. Non, c'est une dire du hot yoga latte. On la salue, Claudine, mais oui, elle fait du hot yoga latte. Fait qu'imagine... Ben, c'est parce que c'est bien plus dur que aller pousser de la fonte, pousse de la fonte. Pour oublier la honte. Voilà. On salue Jonathan Péchaud. Jonathan Péchaud et les hommes du Dolem. Je pensais pas qu'il allait faire une apparition dans un épisode des ficelles, celui-là. Alors, il y a eu quoi aussi? La face de Damien. Quand Annie a choisi Cédric plutôt que lui pour le Pilates, justement, je me suis notée « Put that on a T-shirt ». C'était beau, là, puis la caméra le savait, puis là, ils ont zoomé, puis là, et là, Fred a fait « Et c'est... » Et là, il a commencé à se lever, puis il a dit « Cédric », et là, il s'est rassis. C'était quand même, she humbled him. She humbled him, je sais pas. Soit elle est turn off, tu sais, parce qu'il y a du monde qui a dit peut-être qu'elle est turn off de à quel point il prend soin de son apparence, ça, on l'a vu comme la semaine passée. Soit elle a compris après la première fois que mettre toutes ses œufs dans le même panier, c'était peut-être pas une bonne idée. Après ça, date avec Cédric, ça a pas l'air d'avoir été mais comme non, mais la meilleure first date. Cédric, mais non, c'est effectivement. J'ai oublié de m'ouvrir une page pour avoir leur face aujourd'hui. Oui, vas-y, parce qu'on ne maîtrise pas tout à fait encore leur nom. Mais Cédric qui a dit à la fin de cette date, le côté princesse d'Annie, je sais pas, ça peut être attachant, je sais pas, à long terme. Puis là, moi, j'étais comme, tell me more, please, petite crotte de 25. Comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Finalement, on comprend que lui, par princesse, il voulait dire qu'elle avait peur de se garrocher de la falaise. J'étais comme, c'est ça pour toi, une princesse? Puis ça, c'est péjoratif, avoir peur de mourir à Chypre. Genre, j'étais comme... En tout cas, j'ai pas apprécié ça, mais c'est ça. C'était un autre homme comme un autre. Et on a parlé du fait que Maxime était émotif. Oui, comment vous avez trouvé quand les anciens, là, les anciens gars sont... Parce qu'il y a vraiment un clan, les anciens puis les nouveaux. Puis là, les anciens sont allés prendre soin de leur petit Maxime. C'était presque... Le mot « safe space » a été prononcé. C'était presque attendrissant. C'était parce que, tu sais, même on s'échangeait des TikTok avec Gabriel. Il y a genre des thérapeutes qui ont parlé de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de OD depuis hier soir. Puis là, elle était comme ça. C'est vraiment un exemple de masculinité saine, puis tout ça. Puis elle a dit, puis vous allez me dire, elle a dit, mais j'ai pas écouté tout le reste de l'épisode et des émissions. On a fait, oui, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est vrai que ce moment-là, il était sain. Ce moment-là est le seul, moi, que j'ai relevé. Oui, hein? Là. C'était, mais on dirait que je les attendais, j'étais genre, c'est le gun, puis ils ont bien fait ça. Parce que où était son fan club? Parce que je voyais dans les commentaires, en dessous des vidéos, justement, de la thérapeute qui a décortiqué. Green Flag, Anthony, mais... Green Flag, Anthony, oui, ça a duré 1 minute. Là. Exact. Quand il a dit, moi, j'ai vraiment pas, j'ai été respectueuse, j'ai pas regardé Béatrice ni son corps là, pendant qu'elle me parlait. Oui. Où a été ces personnes-là? Pas lui le prestige. Oui, c'est lui le prestige. J'en ai un autre aussi. Une femme, il faut qu'on le célèbre pour ça.
Oui, j'en ai un autre. Il a dit, en parlant de Marie-Mé, pourquoi j'irais mordre un steak qui a déjà été entamé cette semaine? Impossible! Oui, il a dit ça J'ai cette pas semaine. entendu ça dans... Donc, ce fan club, il était où? Fait qu'Anthony, c'est ça. Voilà, exactement. Attendez, on est rendu où? Ah oui, il y a aussi, tu sais, Marie-Mé qui a quand même dû encaisser le fait que le gars avec qui elle est allée en voyage, Sébastien, la semaine avant, et qu'elle avait frenché, était déjà rendu à frencher et à coucher avec la prochaine. Puis, tu sais, elle était là dans la chambre quand Béatrice racontait tous les ébats amoureux et tout ça. Pour vrai, hein? C'était, tu sais, ça n'a pas dû être facile, même si c'est OD, puis on le sait, ils se connaissent pas depuis si longtemps que ça, mais ça fait un petit coup à l'orgueil. Puis, je trouve qu'elle a extrêmement bien pris ça. Puis aussi, j'ai bien aimé comment elle l'a reviré de bord au party, puis qu'elle a dit non, perds pas ton temps, moi, j'ai pas envie de te parler au party, j'ai envie de parler avec d'autres personnes. Bye! Chapeau à Annie, ma preuve, vous le savez, qui a dit de Sébastien, c'est un joueur de hockey, fait qu'il sait comment patiner à reculons. Encore une fois, j'étais debout dans mon salon. Avez-vous noté, parce c'est comme Arnaud avait l'air d'un ange dimanche, on l'a dit. Par contre, il l'a quand même dit, parce que, tu sais, là, à un moment donné, les filles, il fallait qu'elles mettent en ordre de qui fait l'unanimité à qui fait le moins l'unanimité, les gars. Puis c'était ça le désavantage de Maxime, c'était qu'il partait 6e sur 6, les anciens gars. Et là, Lauriane a insisté pour ne pas mettre... Parce que les filles étaient comme, on va mettre Arnaud en premier parce qu'il fait l'unanimité, malheureusement. Puis là, Lauriane était comme, non, on ne le met pas parce que j'ai peur que le fait qu'il soit premier, il y ait un désavantage après. Puis là, elle a raconté ça à Arnaud, puis Arnaud, il a fait positivement. Ah, c'est que t'es stratégique, genre, j'aime ça. Now you like strategy? Fucking Arnaud. Mais après ça, Lauriane a fait encore une fois standing ovation tout le Québec quand elle a frenché Elijah au lieu d'Arnaud. Oui, Elijah, donc, il s'était pas frenché, hein, à la date de... Non, il s'était pas frenché à la date de massage, mais ça avait quand même bien coulé, même si Lauriane n'avait pas l'air si down. Là, Elijah et Lauriane ont frenché. Arnaud a dit au confessionnal, piqué, Elijah me détrônera jamais. Assis-toi. Moi, je l'ai dit là, sur le thread des ficelles dimanche soir, je trouve pas que Lauriane avait tant l'air down par Elijah. Ils se sont frenchés 2 fois quand même. C'est vrai qu'elle a pas l'air de trouver que c'est un big deal de frencher à OD, mais je trouve qu'elle... Tu sais, je pense pas qu'elle serait allée vers lui, même si elle trouve pas que c'est un big deal. On dirait, je trouvais pas qu'elle avait l'air si intéressée. J'ai un peu l'impression, parce que les femmes ont tendance à faire ça, qu'elle a pas repoussé pour pas froisser son ego, mais... En même temps, elle avait pas vraiment l'air plus into Arnaud les fois qu'elle l'a frenché. Ben, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, à suivre. Mais tu sais, Arnaud lui demande pas c'est quoi ta couleur préférée, là. Non. Parce qu'Arnaud, il trouve pas ça important à poser des questions d'où qu'on vient, puis tout ça. Oh j'ai noté aussi, vous souvenez-vous de Xavier puis Anthony P? Hey non, ils étaient où, ces gars-là, dans l'épisode? C'est ça, je voulais... C'était I rest my case. C'était juste ça que je voulais dire sur eux. Ils étaient pas là pantoute. Mes commentaires préférés du thread, justement, quand Béa et Sébastien ont choisi de désenfanter Maxime, il y a Ficeloun Ali qui a dit... Mais Mathis et Anthony, eux, genre des ultimate plantes vertes que personne arrose. Je trouvais que c'était une très bonne analogie. Particulièrement Mathis. Je sais pas pourquoi j'ai comme une dent contre lui, mais genre, je comprenais pas pourquoi il était pas dans l'enveloppe. Anyway. Pour moi, Mathis, c'est le petit frère que tes parents t'obligent à traîner avec toi quand tu vas au cinéma. Pour moi, c'est ça, Mathis. Quand Maxime a été mis en danger, il y a Ficelle William qui a dit « C'est pas correct de faire ça à un être humain. » Ça m'a fait beaucoup faire rire. Hein? C'est Claudie. Il y a côté Claudie pour les gens qui n'ont pas eu la référence. Céline Marianne qui a dit « Aller à Chypre pour faire du pilates, le rêve. À OD, on peut pas juste admirer les paysages en paix, hein? » C'était mon rant anticapacitiste. On apprécie. Marianne, merci de nous ramener à l'ordre, effectivement. Il y a Céline Mélissa qui a dit « Béatrice doit avoir mal dans le bras et dans les jambes après autant de Via Ferrata escalade. » C'est vrai qu'il y a eu une autre Via Ferrata. Moi, j'ajouterais qu'elle a sûrement aussi dû se finir à la mitaine parce que Sébastien ne l'a pas fait venir, fait que ça n'a sûrement pas aidé son mal de bras. Voilà. Sinon, Ficeloune Catherine nous dit que Sébastien ressemble au méchant blond dans Karate Kid. Je voulais ajouter ça dans les ressemblances. On fera un tableau à un moment donné. Sinon, je passe vite sur les meilleurs moments de la semaine parce qu'il s'est tellement passé d'affaires dimanche qu'on oublie. On a rencontré les nouveaux gars, donc, qui ont eu la tâche de choisir qui, Dany ou Delory. Vous vous rappelez?
sais, celle qui faisait que notre expérience était vraiment moins le fun à OD. Qui de Annie ou de Laurie, elle a réintégré les maisons. Fait que j'ai envie de dire, qu'un toi, Laurie. Coco Chpani, va réfléchir à tes actions maintenant. Laurie, qui n'a absolument aucun self-awareness et qui a dit le Québec va avoir pleuré avec moi beaucoup, je pense. Hein? Non, personne n'a pleuré. Laurie, pas personne. Non. Elle a dit aussi à un moment donné, j'ai-tu l'air friendzone material, moi, ici, quand elle a rencontré les nouveaux gars? Moi, son entitlement, j'étais à ça. Et heureusement, ils l'ont sorti. Shout-out à Anthony P. qui a dit « Vous êtes des belles personnalités à l'intérieur comme à l'extérieur. » Ça, j'ai trouvé ça cute. C'est sa seule ligne de la semaine. C'est sa seule ligne de l'aventure, j'ai envie de dire. Annie qui a dit, en rencontrant les gars, « J'ai peur pour Arnaud. » J'ai fait genre « Slay! » J'espère qu'ils vont le montrer à l'heure de vérité. Arnaud, à l'arrivée de Elijah, tu sais, quand ils ont su pour la sortie, justement, massage, Elijah et Lauriane, au confessionnal, il est comme « Là, je me fais déjà voler ma blonde. » Je peux pas, j'ai aucune patience. Arnaud qui a fait des commentaires sur la grandeur de Damien aussi, parce qu'il était comme, qu'est-ce que Damien? Il fait genre 5 pieds 1. Of course qu'Arnaud est le genre de gars qui fait des jokes sur la taille des autres gars. It's giving insecurities. Le massage de fesses en première date, c'est beaucoup. On a des saloon qui nous ont écrit en DM toute la semaine. C'est bien cochon cette année, OD. Je suis d'accord, peut-être qu'on en parlera dans ta chronique, Miliane. Damien a été agacé par Mathis. On se rappelle, il trouvait qu'il le regardait beaucoup. Moi, je sais pas. Pour moi, tout de suite, quand j'ai vu Mathis regarder Damien, j'ai dit « He is in awe. » Genre, oui, elle avait l'air hypnotisé par Damien. As he should. De très bel homme, Damien. J'ai aussi noté quand Arnaud a dit à ses boys... T'sais, c'est leur gang contre les autres gars. Il a dit à la blague, on devrait y aller en mode full psycho. Il a dit au confessionnal, on va cacher de la bouffe pour les rationner puis les affaiblir. C'est super de savoir qu'en plus de toutes les affaires que j'ai essayé déjà d'Arnaud, en plus, le gars, il y a des points en commun avec Benjamin Netanyahou. C'est super. Et je terminerai avec Annie qui a nommé ses questionnements sur une possible relation à distance Saint-Eustache-Saint-Lambert. Voilà. Il y a une saison en Afrique du Sud où le gars qui a gagné avec Trudy avait dit hey, on habite vraiment chacun à l'autre bout de la ligne orange. Fait que c'était un deal breaker pour lui là, parce qu'ils habitaient chacun d'un bout de l'autre de la ligne orange. Fait que je comprends, je peux comprendre. On peut comprendre. Fait que voilà pour les faits saillants, je t'ai soufflé. Mais ça, beaucoup de choses. Puis ça va être pareil la semaine prochaine parce que là il y a une autre batch de filles qui arrivent. C'est vrai. Mon Dieu, je l'ai même. Vous voyez, j'ai oublié, je l'ai même pas nommé. Puis je vous le répète, écoutez pas OD Extra, il se passe rien. Écoutez les vendredis. Les vendredis OD, oui. Voilà. Fait que je te lance sur ta chronique. Oui, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet chaud qui, à ma grande surprise, n'avait pas été abordé officiel en 8 ans. C'est Béatrice qui en a parlé pendant son débrief de voyage. Quand elle a dit qu'elle restait un peu sur ses gardes avec Sébastien parce qu'elle était habituée de tomber dans le panneau du love bombing. En français, un bombardement amoureux. Là, c'est une traduction maison. Ça n'a pas vraiment de traduction. Et là, les autres filles ont comme hoché la tête à l'unisson, tu sais, en mode oui, on comprend. Et les ficellos sur notre fil de discussion ont réagi fortement aussi parce que je pense que c'est un concept qui est de plus en plus connu. Puis moi, je me suis dit, how refreshing, justement, qu'une chose comme ça se soit nommée à heure de grande écoute. On est peut-être victime de love bombing quand on rencontre une personne et que c'est fabuleux. Tout est parfait. Il agit exactement comme on voudrait. Il dit toutes les bonnes choses, puis on sent qu'on est déjà en train de tomber en amour avec lui après une date et demie. Ça semble être une bonne chose, surtout quand on constate de quoi le pool de dating a l'air, surtout si on date des hommes cis hétéros. J'allais dire à Montréal, mais j'imagine même pas ailleurs. Mais comme à Montréal, dans les toxés, j'imagine même pas ailleurs. Bref, si on rencontre quelqu'un qui manifeste son intérêt abondamment et qui nous fait sentir bien, trop bien même, on peut quand même peut-être se dire, tu sais, on est tombé sur le billet gagnant du 6,49. Puis c'est peut-être le cas, mais c'est peut-être aussi du love bombing.
Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et justement, les personnes qui datent des hommes cis hétéros sont particulièrement susceptibles de subir du love bombing. Je dis pas que ça existe pas chez les queers parce que je veux pas m'avancer. On fait des fois des jokes de, tu sais, you allez comme des lesbiennes, genre, là. Mais tu sais, je peux pas m'avancer parce que c'est ça. Malheureusement, j'en ai que daté des hommes cis hétéros moi-même. Mes sympathies. Merci. Et justement, je pense que les femmes en particulier sont susceptibles peut-être de se sentir flattées par toute cette attention-là au début, comme je vous disais, parce qu'on a tellement souvent des mauvaises expériences avec le dating que, bon, des fois, ça nous arrive de penser que c'est peut-être une bonne affaire, le love bombing. Mais pour vous mettre en contexte, en fait, c'est pas quelque chose de cute, là. Le nom est pas particulièrement spécialement positif non plus. Mais c'est un énorme red flag. C'est une forme d'abus psychologique et émotionnel. Fait que le love bombing se présente en fait comme une tactique de manipulation affective qui implique des démonstrations d'affection intenses et excessives dans le but d'obtenir du pouvoir sur l'autre personne. C'est aussi quelque chose qu'on observe surtout plus souvent, disons, au début d'une nouvelle relation. C'est pour ça que je parle après une date et demie, la personne nous dit « je t'aime ». Red flag. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, les démonstrations d'affection excessives? Je vais vous lire une petite liste de symptômes du love bombing, des red flags là, qui peuvent nous aider à reconnaître justement si on est dans une situation de bombardement amoureux. Alors, dans le love bombing, on va retrouver un flot constant de compliments et d'attention au point où ça en devient overwhelming, particulièrement parce que les compliments vont être un peu exagérés ou un peu plaqués. Et ce sera des compliments qui vont souvent graviter autour du fait qu'on est unique et parfaite, surtout à comparer des autres. Et on va retrouver beaucoup de cadeaux dispendieux ou des grand gestures romantiques. Là, on pense à Ted Mosby, mettons, là, et ses bêtises. Parfois, en fait, aussi une quantité comme phénoménale de cadeaux là, excessifs au point où on se sent comme un peu inconfortable et certainement redevable face à l'autre personne. Le love bombing, c'est aussi un désir de communication constante et exclusive au point où ça devient en fait une exigence. Et l'attente que vous allez passer tout votre temps ensemble et faire toutes vos activités ensemble, ce qui peut contribuer à isoler la personne qui est victime là, de love bombing. On retrouve aussi là, un des signes, c'est une impatience, voire même une insistance pour définir rapidement la relation. Et des déclarations d'amour passionnées, mais comme beaucoup trop vite. Passionnées, entendez les guillemets. De type, t'es mon âme sœur après 2 dates, ou le fameux, oh mon Dieu, j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un aussi rapidement. Ou encore, mettons un exemple que je lisais sur Reddit, mettre l'emphase sur à quel point on est prédestinés pour être ensemble. Oui. Genre, on était comme, tu sais. Ou dire à l'autre personne, ma vie serait rien sans toi. La personne va également faire le love bomber. La personne va également faire des plans pour le futur d'une façon prématurée. Par exemple, parler d'avoir des enfants, de mariage, de planifier des voyages après comme quelques jours ou semaines de relation. Ou dans le cas de Béatrice, lui exiger l'exclusivité et lui poser un ultimatum alors qu'elle était clairement pas prête à flusher Maxime. On va aussi retrouver dans le love bombing un partage d'informations très personnelles trop rapidement. Ça, c'est pour comme créer un faux sentiment d'intimité puis pousser l'autre personne à se confier également pour obtenir des détails intimes sur elle. Grosso modo. C'est du bon positif, tout ça. Oui, c'est ça. Mais c'est que ça peut feel good, tu comprends? Oui. Comme, c'est ça qui est vraiment... insidieux si avec le love bombing. Ou si t'as jamais... Exactement. T'a jamais parlé moi, j'en discute de temps en temps avec des adolescentes au travail. Là, fait que j'étais très excitée de faire cette chronique-là parce que j'en parle souvent de love bombing. Les jeunes adolescentes sont particulièrement... avec moins d'expérience. Moins d'expérience, des problèmes souvent d'estime personnelle et tout, sont très, 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 très vulnérables au love bombing. Et le but du love bombing, je veux dire, des femmes dans la vingtaine, dans la trentaine, on est toutes, là, mais mettons mes ados, mais bon, voilà. Le but du love bombing, que ce soit, puis là, c'est une autre couche, là, que ce soit conscient ou
pas nécessairement méticuleusement planifié, là, mais le but, ça reste de rendre la personne qui le reçoit comme un peu dépendante de sa nouvelle partenaire. Fait que le love bomber veut devenir la personne la plus importante dans la vie de l'autre et la faire sentir très, très spéciale en distorsionnant la réalité, en lui faisant miroiter que leur lien est unique et digne d'une comédie romantique des années 90 avec Meg Ryan. Fait que c'est surtout un gateway vers des relations toxiques, là, sans grande surprise. Parce que l'amour, ça ne devrait pas exploser en pétarade de feux d'artifice après 3 jours, mais plutôt tranquillement se construire. J'aurais même envie de préciser se co-construire, tu sais, avec l'autre personne. L'amour, ça devrait se découvrir et nous surprendre au jour le jour. Et if it feels too good to be true, ben, ce l'est probablement. Le problème, c'est que j'ai eu le temps de faire des petites recherches aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'experts qui s'entendent pour dire que la personne qui va faire le love bombing et pas nécessairement consciente qu'elle est en train de faire ça. Parce qu'il y a de plus en plus d'études qui font le lien entre le love bombing et un style d'attachement insécure. Fait que les gens qui sont soit anxieux ou évitants, ce serait ces personnes-là qui auraient tendance à faire du love bombing ou à adopter, mettons, des comportements qui sont dans le love bombing. Plus que les personnes qui ont un style d'attachement sécure. Fait que c'est pas nécessairement des gens qui sont comme ce matin, je me lève et je manipule ma partenaire en lui achetant 17 bracelets Gucci. C'est pas nécessairement. C'est ça, c'est plus compliqué que ça. Fait que dans le fond, pourquoi les gens font ça? Ben, il y a plusieurs raisons pour se donner un boost d'estime de soi. Parce qu'ils ont besoin de contrôle et de pouvoir, même s'ils s'en rendent pas compte. Parce que, tu sais, honnêtement, on s'entend, là, les doutes s'en rendent pas souvent compte, qui sont à la recherche de pouvoir. Là, ils s'en rendent pas compte, mais c'est tous des messieurs. Ils pourraient pas s'en rendre compte à un moment donné. Ben non, mais je veux dire, non, on est en 2025, il y a encore des gens qui pensent que les hommes violents, ils perdent le contrôle, alors que c'est all about prendre une prise de pouvoir. Mais bref, je m'égare, là. Mais ou parce qu'ils ont une part de l'abandon vraiment présente, fait qu'ils essaient de comme overcompenser, puis sans se rendre compte que c'est très étouffant pour la personne qui reçoit le love bombing. Parce qu'ils savent pas comment se réguler émotionnellement. Voilà, les hommes. Et parfois aussi parce qu'ils ont juste un historique de relations amoureuses instables ou toxiques, puis ils reproduisent le pattern encore et encore sans nécessairement se questionner sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Si c'est possiblement cute, des petits cadeaux, les compliments grandioses, les je t'aime après 2 dates, ben ça peut aussi rapidement se transformer en jalousie, en possessivité, en isolement de sa partenaire, en guilt trip. Et si ça booste notre estime de soi au début, ça peut aussi finir par nous faire sentir comme une vieille chaussette. Parce que c'est pas rare non plus que les compliments du love bomber vont finalement devenir du dénigrement. Je lisais encore une fois sur Reddit, la personne, elle avait des petits traits quirky, tu sais, elle chantait, mettons, sous la douche, ou elle avait un petit tic nerveux. Puis là, au début, son ancien partenaire disait comme, c'est cute, c'est cute. Puis là, à la fin, c'était rendu, une chance, c'est avec moi parce que personne d'autre que moi pourrait endurer ça. Ouf. Là, soudainement, on se sent plus aimé, valorisé, mais plutôt laid et dégueulasse. Si vous cherchez sur Google Am I being love bombed, vous constaterez que, comme moi, que le phénomène a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années et c'est très beau, la sororité. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui écrivent là-dessus, qui en parlent, qui partagent comme leur expérience puis essayent de s'avertir entre elles. Are we dating the same guy? C'est beaucoup ça. Oui, entre autres. On en voit beaucoup là-dessus du love bombing, là, des gens qui tombent de haut quand les premières semaines sont passées. Effectivement. Puis encore une fois, un peu comme le gaslight qu'on a parlé la semaine passée, le love bombing, ça peut s'installer graduellement puis insidieusement. Fait qu'on peut se faire manipuler avec du love bombing pendant comme un bon moment avant de réaliser, oups, il y a quelque chose qui cloche. Puis moi, je peux complètement comprendre qu'on se dise, ben oui, cette personne-là devrait worship the fuck out of me. Genre, je suis extraordinaire. Pourquoi il ne me... Pourquoi j'y croirais pas? Pourquoi j'y croirais pas? Pourquoi j'aurais pas droit à tous ces compliments? Et qui pourrait vous blâmer, sincèrement? Mais, tu sais, je pense qu'il faut quand même faire preuve de prudence. Et pour finir ma chronique, j'ai trouvé des petits conseils pour reconnaître et se protéger du love bombing. Premièrement, il faut être à l'affût des phrases clés du love bombing, des phrases qui semblent comme être pleines d'amour, pleines d'empathie, mais qui ont un sous-texte de contrôle et de manipulation. J'en ai nommé quelques-unes tantôt, mais voici un autre échantillon. J'ai jamais vécu ça. Une phrase clé, quand les gars essayent de mettre l'emphase sur l'exclusivité ou le sentiment d'unicité. T'es la seule personne qui me comprend vraiment. Je ferais n'importe quoi pour toi.
Je peux pas imaginer ma vie sans toi. Hey, là, calme-toi, Gérard, on n'a même pas été au Ikea ensemble. Tu le sais pas si tu peux imaginer ta vie sans moi. Ces phrases-là démontrent une dévotion là, trop intense, trop vite, et ça sert encore une fois à induire une dépendance chez vous, à vous faire sentir comme si vous pouviez absolument pas laisser Gérard parce qu'il y aurait plus personne pour le supporter si vous partez. Don't be fool, Gérard va se gérer. Deuxièmement, puis ça recoupe encore une fois ta chronique Emna de la semaine passée, mais écoutez votre intuition. Si quelque chose feel off, si vous vous sentez pas à l'aise, même si vous vous dites que vous devriez l'être dans cette pluie de compliments, de cadeaux, d'attention gentille, ben écoutez-vous. Faut un peu briser le mythe qu'on doit accepter des situations pas 100% confortables dans le dating parce qu'on peut pas être trop piqué, puis qu'on a 35 ans, puis qu'on doit accepter des comportements qui nous conviennent pas complètement parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir tout seul? Bon, non. Ça va être correct. Vaut mieux être seul qu'accompagné d'un love bomber qui va vous briser encore plus que votre ex médiocre a pu le faire. Apprendre à écouter son alarme interne, là, comme ces signaux d'alarme, c'est aussi quelque chose que je parle souvent avec mes adolescentes au travail. Mais sincèrement, on devrait voir ça comme un work in progress. Puis même dans l'âge adulte, continuer de développer notre spidey sense, si vous me permettez l'expression. Ensuite, soyez méfiante des déclarations d'amour trop vite et trop intenses. Ça se peut là, qu'on se dise je pense que je suis en train de tomber en amour avec cette personne-là. Mais tu sais, après pas longtemps. Mais habituellement, on prend comme un grand respire, puis on attend avant de partager nos états d'âme. Quelqu'un qui fait des grandes déclarations d'amour trop vite peut faire ça pour vous distraire de sa panoplie de red flags et essayer de vous faire avaler des comportements autrement inacceptables. Demandez-vous si vous connaissez suffisamment bien la personne pour qu'elle vous dise quelque chose d'aussi intense. Puis je veux dire, on est toutes coupables d'avoir dit après une première date, oh my God, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi nice. He's the one. Puis oui, he's the one, c'est peut-être the one. Puis tu sais, je vous dis pas de devenir des personnes tristes et blasées et découragées de la vie et misandres, mais je vous souhaite évidemment de rentrer chez vous les jours rouges d'excitation et de faire des débriefs de 17 minutes en message vocal à vos amis dans un groupe chat après une first date, mais tout est dans la modération. Tu sais, vous allez le sentir si vous êtes en train de vous emballer ou si la connexion se développe à un rythme sain. Trust your instinct. On le dira jamais assez. Ensuite, c'est conseillé c'est conseillé pour toutes, mais d'établir des limites claires puis de les communiquer à sa partenaire, puis surtout d'être vraiment vigilante si la personne ne les respecte pas. Parce qu'une caractéristique des love bombers, c'est qu'ils vont avoir tendance à toujours pousser un peu plus loin, à vouloir dépasser les limites, à pas respecter les boundaries, à pas être capable d'accepter un non, à prendre tout personnel puis à nous faire sentir mal quand on nomme un besoin légitime. Fait que si vous mettez une limite claire à votre nouveau partenaire puis que la personne réagit d'une manière qui vous fait sentir comme c'est comme un signe que ça se pourrait qu'il se passe quelque chose là-dedans. Et finalement, le meilleur conseil des experts en dating, prenez votre temps dans votre dating. Je l'ai dit tantôt, mais l'amour, ça prend du temps à naître. Il faut se sortir de nos visions romantiques qui étaient de love at first sight. Je suis la première à avoir été brainwashée par Bridget Jones, puis je travaille fort pour décortiquer tout ça, mais comme lâcher les reels là, de « when you know, you know ». Non, ça suffit, là, que sortez de ça. L'amour, c'est avant tout un choix. On forme pas un lien d'attachement envers quelqu'un en criant « lapin, je ne boirai pas de ton eau ». Puis c'est normal que ça prenne du temps à développer des sentiments pour sa partenaire. C'est normal qu'on se dise pas « je t'aime » après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois même. Puis c'est pas normal qu'on se sente coincé ou obligé de dire je t'aime juste parce que l'autre personne le fait avant nous. Fait que les filles, pensez-vous que Béatrice est peut-être encore victime de love bombing dans OD cette année? Ben, tu sais, la pluie de compliments alors qu'ils la connaissent même pas vraiment, ça, c'est tous les gars ont love bombé Béatrice, en fait. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. Je suis d'accord avec toi. On dirait de ce que j'entendais, j'essayais de distinguer la communauté queer. Ben, en fait, ouais, c'est ça. Oui, on dirait que j'ai pas osé le langage. Tu sais, c'est la norme là, pour 2 lesbiennes. Là, de tout ce que tu nommais, j'étais comme oui, OK. Ben, tu dirais-tu que c'est du love bombing ou c'est plus... Oui, pour des couples non hétéronormatifs, oui, c'est du love bombing. Ouais. Mais sinon, c'est le average langage de l'amour, je pense. 2 lesbiennes, par exemple. J'ai très hâte de voir comment on va analyser le love bombing dans ta télé-réalité. Voilà. Ben merci, Amé. Super intéressant. Je suis sûre que plein de monde ont reconnu, soit se sont reconnus elles-mêmes ou ont reconnu des gens dans leur entourage. Oui, puis je veux dire, là, j'ai parlé beaucoup parce qu'ils disent que c'est surtout des hommes, mais tu sais, une femme aussi peut faire du love bombing, évidemment, là, comme on n'est pas à l'abri nous-mêmes des fois d'être trop intense. C'est juste que c'est beaucoup associé à des comportements... d'hommes dans un couple hétéro. Oui, c'est ça, voilà. Ou peut-être couple homosexuel aussi, je sais pas. Ah, c'est une très bonne question. Un homme avec un autre. Je sais pas. Je ne suis ni un homme ni un homme gay, fait que je sais pas. Mais vas-y, tu sais pas ce que tu m'as dit. Tu n'importe quoi. Toi qui...
Moi qui aime tant les hommes. Il y a le temps, les hommes. Mais les hommes crus, c'est moins pire. OK. Mais ce que t'aimes encore moins, c'est le racisme. Oui, c'est ça. C'est un très bon lien. Wow. Merci. Oui, j'ai décidé d'appeler ça ma chronique aujourd'hui. OD n'aime pas les femmes noires. Et j'assume très bien ce statement. OD, toutes les strates, là, de la prod jusqu'au candidat, jusqu'au public. Je vous l'ai dit lors de notre épisode de Devant public il y a 2 semaines que plus je vieillis, plus jaillit OD. Et aussi, plus je vieillis, puis en tant que femme de la majorité globale, on se rappelle de mon terme, féministe, antiraciste et limite misandre, et moins j'ai de tolérance pour le racisme, pour la misogynie, pour les hommes cis-hétéros en général. Fait que regardez OD depuis le début de la saison, là, connaissant mon background puis mes allégeances politiques, disons, c'est difficile, OK? J'éprouve des malaises, beaucoup de frustration. Surtout, je pense que tout le monde là, qui tripe sur les ficelles aussi, mais moi, c'est surtout par rapport à la manière dont Annie est traitée dans les maisons. Et n'ayant pas beaucoup d'amis proches de la majorité globale comme moi qui regardent l'émission, il n'y a pas tant de gens avec qui je peux ventiler là, qui vont comprendre mon ressenti à 100%. Donc, je build up de la rage tout en m'auto-gaslightant, en me disant que je suis folle, que c'est dans ma tête, que j'exagère, en bonne disciple du patriarcat et de la suprématie blanche que je suis, n'est-ce pas? Et ça, c'était jusqu'à samedi soir. OK? Parce que samedi, en pliant mes 3 brassées de lessive de voyage qui traînaient dans ma chambre depuis au moins 1 semaine, j'ai décidé d'écouter le podcast Woke or Whatever, dont je suis fan. On en a même déjà parlé plusieurs fois officiel. On a même reçu Ben oui, quand Beck, on a invité une de ses animatrices, Beck, au podcast l'année passée. Et coïncidence, leur dernier épisode qui a drop samedi porte sur OD, justement. Et Beck et sa co-animatrice Titi, ils font une analyse exhaustive du racisme que vit Annie dans les maisons depuis le début de l'aventure. Vous dire comment je me sentais en l'écoutant, je hurlais dans mon salon. Je faisais des standing ovations à chaque 2 phrases. Je me suis vraiment sentie validée. Bon, là, on le sait, OD, c'est très blanc. Les candidats sont blancs, la prod est blanche, la fanbase est majoritairement blanche à cause du manque de représentation à l'écran, entre autres. Hein, on ne l'invente pas. Même les ficelles, puis c'est 0 un reproche, évidemment. C'est juste un établissement des faits qu'à la base, c'est la création d'une gang de chums de filles que j'aime beaucoup, qui s'adonnent à être blanches. Puis parmi les ficellos, ficellounes, il y a aussi beaucoup de personnes blanches, ce qui est quand même assez logique. Puis, tu sais, moi, j'étais une ficelloune aussi, là, avant de devenir co-animatrice. Donc, bien sûr qu'il y a des personnes de la majorité globale qui nous écoutent. Je me dis des fois peut-être même que mon arrivée, because representation, a peut-être attiré des nouvelles ficellounes BIPOC, who knows. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que malgré tout le travail de déconstruction qu'on puisse faire, puis je m'inclus là-dedans, là, parce que je suis pas à l'abri, les personnes BIPOC ne sont pas à l'abri, tout le monde a des billets. J'ai senti que malgré toute notre empathie puis notre antiracisme, j'ai senti qu'on n'avait peut-être pas vu la situation pour ce qu'elle était vraiment. J'ai senti, en général, une minimisation de ce qu'Annie vit dans les maisons de la part de toutes les strates que je vous ai nommées, là, à tous les niveaux. Puis c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je prétends évidemment pas avoir la science infuse. Annie serait peut-être même pas d'accord avec mon analyse, si ça se trouve. D'autres femmes de la majorité globale seraient peut-être pas d'accord avec mon analyse. Anyway, on n'est pas un bloc monolithique, n'est-ce pas? Je me suis juste fiée à mes connaissances, mon ressenti, puis celui de 2 femmes que je respecte beaucoup, Titi et Beck, et à mes humbles recherches sur le web. Mais la manière dont les filles parlent d'Annie, la manière dont les garçons, surtout les anciens, ont complètement disregard Annie, la manière dont la prod did Annie dirty, qu'on le veuille ou non, c'est assurément rooted in racisme, in misogynoire, l'intersection de la misogynie puis du racisme que vivent les femmes noires spécifiquement, et in la suprématie blanche. Puis je conçois que pour beaucoup de monde, incluant les personnes blanches, ça peut être, j'ai envie de dire, mélangeant. Puis là, je dis mélangeant, c'est... Parce que c'est pas... Je sais que c'est pas aussi évident que, genre, si Annie était complètement silencieuse tout le temps, disait pas un mot, puis se faisait traiter du mot en haine, là. C'est comme... C'est pas aussi évident que ça. C'est rarement aussi évident. C'est rarement aussi évident, exactement. C'est plus insidieux. Puis même que, tu sais, certaines personnes ont reproché à Annie ses propres comportements. Elle a pas la langue dans sa poche. Elle a provoqué les autres filles, soi-disant. Hein? Mais je sais donc que ça peut être mélangeant si peut-être tu l'as jamais vécu. Et là, mais là, je vais vous tenir la main en vous le disant. Ne pas voir le racisme qu'Annie a vécu, ça vient de nos angles morts. Puis je pense qu'en 2025, c'est correct de les regarder en pleine face puis de tenter de faire mieux. Fait que les chicanes, les différences d'opinion qu'a Annie avec les autres filles, par exemple, ou bien le fait, comme le décrirait Laurie, quand elle a dit « On se comprend pas »,
ou le fait de se faire prêter des intentions constamment, de jamais être le premier choix des hommes qui ont aucunement déconstruit leur racisme internalisé, on s'entend. Puis rien pouvoir dire sans que tout le monde monte sur ses grands chevaux because fragilité blanche, bien, c'est quelque chose que moi, que les femmes de la majorité globale, on vit au quotidien dans nos cercles blancs. Puis c'est au moins 100 fois pire pour les femmes noires, because misogynoire et because le stéréotype de la angry black woman, dont on a déjà parlé à ce micro, je crois, mais je le rappelle rapidement, là, c'est le mythe de la femme en colère. Donc, ça a été théorisé pour dénoncer la fréquence avec laquelle des femmes noires qui s'opposent à une situation d'injustice, par exemple, sont rapidement stéréotypées comme femmes noires en colère dans l'objectif de miner leur crédibilité puis de leur faire porter le blanc. Fait que c'est quoi les incidents qui sont survenus avec Annie depuis le début de la saison? Là? J'en oublie peut-être, il y en a eu beaucoup. Mais les chicanes avec Laurie, surtout, sur le balcon, par exemple, quand Annie a été irritée que Laurie prenne Maxime en exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, elle disait un nom au hasard, Laurie, puis elle a dit Maxime, puis Annie était comme, ben là, on peut-tu lâcher Maxime? Ça n'a pas bien été après ça. L'incident de la valise cette semaine, ça a fait couler beaucoup de jus de bras encore, là, je ne sais pas comment le dire toujours. Tu veux dire sur Internet? Oui, sur Internet. L'incident de la valise, bon, en gros, pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais je pense que tout le monde sait de quoi je parle, là, on comprend que Cindy propose son aide à Annie à son retour dans les maisons. Annie lui dit, on s'imagine, que ben, si elle veut l'aider, ben, c'est ses valises qu'elle a besoin de transporter. Puis là, Cindy lui dit « Hey, moi, je peux pas parce que je suis faible des bras » ou je sais pas comment elle le dit. Annie lui dit assez, sèchement, « Ben, pourquoi tu t'entraînes d'abord? Dis-moi juste que tu veux pas le faire au lieu de m'inventer une excuse. C'est de l'hypocrisie. » Et ça n'a pas passé. Là, Cindy se sent attaquée. Elle a de la peine. Elle va se plaindre de la situation aux autres filles. Plus tard, Annie reconnaît en parlant avec Marie-Mé qu'elle devrait peut-être s'excuser à Cindy. À ce moment-là, Cindy avoue qu'elle a eu un accident de motoneige, je pense, et que depuis, elle a mal au dos. Mais là, t'as mal au dos ou t'as les bras faibles? Je sais pas. Pourquoi tu l'as pas dit sur le coup? J'ai jamais compris, je sais pas. Là, Annie est vue comme, mais ça, pas juste cette semaine, mais en général, comme étant sassy. Hein? Annie est sassy. Annie est insolente. Elle est culottée. Les filles, toutes les filles qui sont sorties aussi, si vous écoutez, moi malheureusement je l'ai fait, toutes les Truth or Drink avec Rémi Desgagnés, tout ça, toutes les filles ont une opinion sur Annie. C'est la seule de qui ils parlent en mal. Même notre girl, Naomi, elle en a parlé en mal? Non, sauf Naomi, pardon, excusez. Mon Dieu, j'ai vu que je vous ai fait peur, mais non, sauf Naomi. Merci, Naomi, c'est la seule personne qui la baquait. Oui, merci. Mais c'est drôle parce que le mot sassy, moi, je savais pas, j'ai appris ça en écoutant Walk or Whatever, justement. Ils ont parlé de ce terme-là en citant un article qui disait qu'en gros, pour les femmes noires, être sassy, c'est la forme la plus digeste de être en colère. Mais elles sont en crise, elles se déchoutent pour plein de raisons, mais comme on dit, elles se contentent, en guillemets, d'être sassy parce que... Puis même ça passe pas, on le voit avec Annie, elle est juste sassy puis ça passe pas. Fait qu'imaginez si elle disait vraiment ce qu'elle pensait tout le temps. Mais moi, j'aimerais porter votre attention sur d'autres actions qui sont passées. Mettons, pourquoi Annie était irritée sur le balcon? Y a-t-il quelqu'un qui s'est posé la question? Ou tout le monde est monté sur ses grands chevaux? Parce que peut-être que c'était genre la 114e fois que Laurie, elle visait son top 1 au lieu de parler des autres gars, tu sais. Ou quand Annie puis Laurie ont été éliminés la première fois, on se rappelle quand même qu'Annie a consolé Laurie. Moi, j'aurais donné un coup dans la gorge. Je sais pas, là. Les nouveaux gars, quand ils ont choisi de garder Annie a eu la décence de... Je sais pas si... Moi, j'ai zoomé sur sa face. Elle avait l'air presque déçue parce qu'elle voulait tellement être empathique envers Laurie qui se liquéfiait parce qu'elle s'est fait dire non pour la première fois de sa vie. Elle a eu la décence de ne pas réagir, même si c'est son némésis, c'est sa bully principale dans la maison. T'sais. Bully qui a la maturité émotionnelle d'un bac de compost, je voulais le dire. Et là, Annie est revenue dans les maisons. Avez-vous vu des filles faire... Mais ils n'ont même pas fait semblant qu'ils étaient contentes de la revoir. Ils ont fait « Oh mon Dieu, tu m'as fait peur! » Puis après ça, c'est tout. On a fait comme, bon, ben c'est correct, dites-les pas à vos faces. Là, les filles étaient aussi zéro excitées quand Annie leur a raconté qu'il y avait des nouveaux gars qui s'en venaient, alors que année après année, c'est tout le temps... Mais on dirait que vu que ça venait d'Annie, Annie, c'était la seule qui les avait rencontrés, on dirait qu'ils font pas confiance à Annie qui leur a pourtant dit genre 20 fois, vous allez les aimer. Là. Annie a dit aux filles aussi qu'avec les nouveaux gars, elle se sentait, pas exactement dans ces mots-là, mais qu'elle se sentait vue, que, she felt seen. Puis les filles ne pouvaient pas être moins réceptives, en fait, à ces infos-là.
Aussi, vous vous rappelez, j'en ai parlé dans l'épisode 2, la charge raciale, ça joue pour beaucoup. Elle est la seule femme noire dans It's a Lot. Là, comme nous, on n'est pas des femmes noires, puis on est gossés. Là, imaginez si t'étais dans l'aventure en tant que femme noire, puis quand t'es entourée de gens qui ont visiblement... En tout cas, j'ai mis une hypothèse, là, mais je pense pas avoir tort. Aucune autre femme noire dans ton entourage. Là. Je pense pas que ces gens-là se tiennent avec des personnes de la majorité globale. Autant les gars que les filles, probablement. Fait OK, je vous donne un autre exemple, OK, pour comparer. Mettons les microagressions. On en parle vraiment plus depuis 2020. Les microagressions, je pense que tout le monde a à peu près saisi le concept. On est passé... Pour nous, c'est acquis, c'est assimilé. Là, on le sait que des fois, les personnes de la majorité globale, ben, ça ne nous tente pas d'éduquer les personnes blanches sur certains enjeux. Ça se peut qu'on soit irrité des fois. Ça se peut que c'était la 14e personne dans une journée qui nous demande « Tu viens d'où? » Ça se peut qu'on réponde un peu bête. Même chose avec les femmes, les féministes versus les hommes cis-hétéros. On a compris là, qu'on ne voulait pas éduquer les gens gratis. Je dis « on ». Pas tout le monde, là. Looking at you, François Legault puis Paul Saint-Pierre Plamondon, hostie. Mais on a compris qu'il fallait donner le bénéfice du doute aux communautés marginalisées. En gros, leur cut some slack parce que la charge mentale est lourde. Puis des fois, on est en crise puis ça ne nous tente pas de faire semblant qu'on ne l'est pas pour réconforter le groupe, entre guillemets, dominant. Ben, I kid you not, c'est la même chose pour les femmes noires. Pourquoi on leur donne pas le même bénéfice du doute? Ben souvent, because misogynoir, because mythe de la femme noire enragée. J'ai aimé beaucoup Beck, encore dans Woke or Whatever. Elle a dit « Annie n'a pas le luxe d'avoir un range d'émotions. Et c'est vraiment ça. Les femmes noires n'ont pas ce luxe-là. Laurie a fait au moins 28 caca nerveux pendant les semaines où elle était là. Son entitlement, son sentiment que tout lui est dû was through the roof. Pourtant, elle avait toujours le bénéfice du doute jusqu'à temps qu'elle se fasse sortir, là, mais... Parce que c'est une petite femme blanche, toute douce, toute frêle, dans les standards de beauté. Mince, voilà. Bénéfice du doute dans notre inconscient, j'entends, là, dans nos billets. Les filles l'ont pas mise à l'écart comme ils ont mis à l'écart Annie. Ils parlaient pas constamment dans son dos comme ils font avec Annie. Au contraire, elles accouraient pour la consoler, tu sais. Puis Beck et Titi ont vraiment mis exactement le doigt dessus. Là. Ils ont super bien résumé la situation, je trouve, quand elles ont dit dans leur podcast, Woke or Whatever, toujours... Annie, au fond, a juste pas code switch. Le code switching, alternance codique. Alternance codique, oh boy! Codique. On le rappelle, c'est la manière dont une personne va modifier sa façon de parler, d'agir ou de se vêtir selon le contexte social dans lequel elle se trouve. Ça, c'est comme la définition générale. Mais quand une personne se trouve en minorité au sein d'un groupe, ben, c'est pas rare qu'elle doive recourir au code switching pour s'adapter aux individus et se sentir acceptée. C'est souvent le cas pour les femmes qui évoluent dans des milieux à prédominance masculine, mais encore plus pour des personnes qui sont issues de majorité culturelle, j'ai corrigé, au lieu de minorité culturelle, ou des communautés LGBTQ+. Puis plus précisément, il y a le code switching de contrainte, je ne connaissais pas ce terme-là, qui est subi par celles qui n'ont pas le choix d'y recourir pour s'intégrer. Parler à toutes les personnes BIPOC devant ton entourage, c'est rendu qu'on code switch dans notre sommeil, là, sans même s'en apercevoir, tellement on a l'habitude. Ça nous permet de nous éloigner de stéréotypes et de préjugés qui nous sont accolés. Sauf que la charmante Annie, like the queen that she is, elle a juste décidé de ne pas le faire, de ne pas se plier aux attentes que les Blancs ont d'elle. Peut-être que dans sa vie de tous les jours, Annie est tout le temps comme ça, affirmée, dit ce qu'elle pense sans sugarcoating, mais rationnellement, il aurait fallu qu'elle, entre guillemets, tone it down dans des cercles blancs comme OD. Puis elle l'a pas fait. Puis là, j'ai pas besoin de le faire parce que je suis très satisfaite de ma chronique et que je dors très bien le soir, mais juste pour la forme, j'aimerais préciser qu'il y a des gens, scoop, qui ont côtoyé de près les candidates d'OD, qui nous ont écrit dans nos DM des ficelles pour nous dire qu'on n'était pas dans le champ avec nos analyses des dynamiques raciales cette année. Genre, quand j'avais dit que Laurie avait l'air du genre de fille qui dirait quelque chose de raciste puis qui pleurerait quand on la pognerait because white tears, on nous a confirmé qu'on n'était pas dans le champ. Et même Beck, parce qu'on s'est parlé après que j'ai écouté l'épisode parce que c'était trop transcendant, Beck m'a confié qu'elle aussi, il y a une personne proche de la prod qui avait slidé dans ses DM pour valider ses propos à elle puis à Titi dans leur dernier épisode de Woke or Whatever. En conclusion, et là, vous allez trouver ça peut-être gros, mais je vais le dire pareil, c'est exactement ce genre de monstruisation, de déshumanisation d'Annie, des personnes noires ou autochtones ou racisées ou de la majorité globale en général, qui mène, malheureusement, ultimement,
à des tragédies comme l'assassinat de Nouran Rezaï, le jeune de 15 ans qui s'est fait tuer par la police à Longueuil la semaine passée, ou de Joyce Echaquan, la femme atikamekw qui a été laissée pour morte dans un hôpital de Joliette. Ça fait 5 ans, d'ailleurs, ce week-end. C'est ça que ça fait, le racisme systémique. Ça commence par des blagues racistes, des micro-agressions dans des shows de télé-réalité, une légitimisation de cette stigmatisation-là puis de la haine par des personnes en position de pouvoir dans leur discours populiste, comme des premiers ministres sortants, des chefs de partis souverainistes ou des chroniqueurs de journaux radio-poubelles fachos. Puis ça devient, tranquillement, des commentaires de plus en plus insistants sur TikTok, des menaces de mort, puis éventuellement l'exécution de ces menaces-là en toute impunité. Puis là, on est en 2025. Je pense qu'on n'a plus d'excuses pour laisser ça passer encore. C'est notre devoir de checker nos billets, puis checker nos privilèges, puis de ne pas contribuer au cycle de violence puis de discrimination. Je pense qu'on le doit à Nouran, on le doit à Joyce, puis on le doit à nos sœurs noires. On nous le doit à nous. Oh, merci. Est-ce que tu penses que l'arrivée, parce que là, on n'a pas vraiment parlé des nouveaux gars parce qu'il se passe trop de choses à OD cette année, mais est-ce que tu penses que l'arrivée de 2 hommes noirs, ça peut aider Annie dans son aventure, ou en tout cas, dans son aventure au sens de la game, mais aussi dans son aventure au sens de se sentir confortable, et etc.? Ben, tu sais, parce que il pourrait y avoir des hommes noirs qui ne soient pas attirés par Annie. Ça serait tout à fait légitime, mais on a comme prouvé, entre guillemets, le stéréotype, mais le stéréotype positif que, genre, des personnes de la majorité globale, entre autres, se voient et se sont attirées l'un vers l'autre. Damien, la première seconde qu'il a vu Annie, était comme, moi, je la laisse pas partir. Il y a personne qui a montré même pas 1% de cette ouverture-là envers Annie dans tous les autres gars, les anciens gars. Fait que malheureusement, j'ai envie de dire oui, c'est un cliché. Ben, en même temps, Elijah, il a montré aucun intérêt envers Annie. Fait que je sais pas, mais Damien, en même temps, oui. il French une autre femme oui, pas blanche. C'est vrai, tout à fait. Fait que, tu sais, mais on l'a répété combien de fois que c'est pas juste de mettre, de dropper des personnes racisées. Il faut dropper des personnes racisées qui sont des gens qui seraient attirés envers ces gens-là. Malheureusement, je pense que la moyenne des dudes blancs qui s'inscrivent à OD n'ont pas déconstruit leur racisme internalisé, fait que ça prend des dudes de la majorité globale au minimum. Tu veux pas mettre des... Tu sais, c'est comme quand il y avait la Julie Munjar, tu veux pas mettre des gens qui vont les féticher non plus. Exactement. C'est quand même une ligne... C'est ça, il aurait fallu pour Julie toutes sortes de gars qui auraient déconstruit leur grossophobie. Ça n'aurait pas été nécessairement des hommes gros non plus. Mais sans que ça devienne des gars qui veulent essayer une grosse ou essayer une noire. Exactement. Puis aussi, les comportements que tu as nommés, du côté masculin, là, c'est célébré, c'est séduisant, mais chez Annie, non, ça passe pas. C'est bitch, ça marche pas. Oui, il y a tout ça. On aurait pu aller là. Ouais, mais moi, je pense encore que c'est lié avec la montée de la droite puis que je suis pas capable de l'expliquer. Là, je manifeste là, et je m'adresse peut-être à notre productrice, là, quelqu'un qui pourrait parler de ça officiel, là, quelqu'un de plus articulé que moi sur la question parce que c'est comme un itch que je suis pas capable de gratter cette saison-ci encore. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça avait résonné en eux qu'on parle de la montée de la droite. C'est sûr, ça a un impact même dans nos réseaux sociaux. Laurie, elle avait carrément l'air à certains moments de genre une madame dans les années. Là, elle avait l'air d'une Karen. Oui, non, mais comme une madame genre fâchée que la ségrégation arrête. Là. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Là, comme à ce point-là, genre moi, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu... elle a l'air de la madame qui appelle ICE là, pour dénoncer ses voisins latinos. Sur ce, pauvre, ça va, ses oreilles vont y sciller. Je te lancerai sur ta chronique à toi, William. On a pas l'air d'entendre ça. Parfait. Oui, donc, je l'ai dit tout à l'heure, un journaliste de formation. Donc, il y en a des gens que j'ai interviewés puis qui semblent figés dans une époque bien précise par choix. Style vestimentaire, musique, références culturelles. Et tout respire dans une décennie, comme si ces personnes n'étaient jamais prêtes à quitter ce moment-là. Et là, le parallèle que je veux faire avec moi, c'est que dans mon cas, c'est similaire, mais pas avec une époque, avec tout ce qui est queer. Alors, je vous l'ai dit tantôt, depuis que Jessie Nadeau est apparue à Occupation Double en 2017, mon intérêt pour OD n'a jamais quitté. Je vous ai aussi partagé ce petit plaisir coupable là, de parfois je me tape une série au complet, puis juste pour un petit bout de 5 minutes de romance queer entre deux personnes. Donc,
pour ma chronique. Je pouvais la nommer La place de la queerness à OD, mais j'ai décidé d'ajouter un petit peu de mystère. Mais qu'attendons-nous de Béatrice? Ouh, suspense. Oui. Alors, saut dans le temps. Je vous ramène à l'épisode 6, au moment où Jérémy mentionne avec naïveté, et je cite, je prends des notes comme toi, Emma. Je vous le dis, ça change rien, mais de ce que j'ai compris, Béatrice est intéressée aux femmes et aux hommes. Et là, les gars sont sous le choc. Hein? Une réaction bruyante de Sébastien qui l'interrompt, scandalisé, avec « Pardon? » Un Danick, parce qu'il était là dans le temps de l'épisode 6, qui réagit avec un « Je pense que tu aurais dû commencer avec ça. » Et là, on complète le tout avec un tour du chapeau de Sébastien qui doit se lever de son siège pour accueillir cette nouvelle en répétant « Je pense que tu aurais dû commencer avec ça. » Et il ne faut pas oublier, avec la cerise sur le gâteau, du Frankenbite. Là, c'est-à-dire qu'on vient ensuite instrumentaliser une réaction de Charles en confessionnal, dans le temps qu'il existait, encore une fois, qui met son poing dans sa bouche. Ça, me cœur, Et comment la prod veut qu'on lise la situation que Charles est choqué que Béatrice soit queer. Et important de rappeler qu'il était même pas là autour de la table. Choqué ou excité? On dirait que... Ouais. Je m'en viens. OK. Puis la réalité, c'est qu'il s'agissait probablement d'une réaction face à une question aussi simple que « Puis, t'as trouvé comment, Béatrice? » Donc ici, on fait un montage qui amplifie l'importance de la nouvelle. Et entre vous et moi, ça devrait même pas être une nouvelle. Et là, ça m'a donné envie de décortiquer la place de la queerness à Occupation Double. J'avais envie de me pencher sur ces réactions assez fascinantes ou plutôt excitantes, comme tu as nommé, du point de vue masculin. Hein, cette forme d'objectification automatique où une femme devient objet de désir. Les hommes qui se... les garçons qui se projettent dans ces mêmes scénarios. Des scénarios érotiques parce qu'une femme ouverte à la connexion émotionnelle et romantique de personnes qui sont de même sexe ou de sexe opposé, c'est étroitement lié au cliché du potentiel threesome, hein, évidemment. Bon, mis à part... Comme s'il y avait une chance. En tout cas, et mis à part cette courte parenthèse sur les projections et fantasmes qu'on associe à une femme queer et l'hypersexualisation dont elles font objet, j'aimerais pousser la réflexion sur le double standard. Prenons l'exemple d'un homme qui s'afficherait bisexuel, parce qu'encore aujourd'hui, il n'y a aucune représentation queer masculine qui a été mise de l'avant dans Occupation Double. Donc, comment les candidates féminines auraient réagi face à une bisexualité masculine? Est-ce qu'elles auraient associé notre charmant candidat à l'étiquette gay, perdu, en transition, peut-être? Est-ce qu'elles l'auraient délégitimisé? Probablement. Mais d'un autre côté, on peut se questionner sur l'étiquette des gars d'OD Chypre, celle qui appose sur Béatrice. Pour eux, est-ce que c'est une femme queer ou juste une fille wild? Et... En même temps. Malheureusement, encore une fois, même si on intègre un homme issu de la communauté 2E LGBTQIA+, on se retrouve dans un scénario à sens unique. Hein? Une personne queer qui se voit limitée dans sa capacité à explorer pleinement ses options parce qu'elle est, une fois de plus, entourée d'hommes cis, hétérosexuels. Plate. 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 Et en parlant de queerbaiting, on a déjà assisté à une romance entre deux femmes. L'édition de Cynthia et Marjorie, je pense que c'était Afrique du Sud. C'était ça chez nous? Non, dans c'était après Afrique du Sud. C'était quand la pandémie, c'était la pandémie, puis ils ramenaient des anciens, en tout cas. On a déjà assisté à ça, Oui. on ne sait plus, on va avoir. Puis cette relation-là s'est vue diminuer, décrédibilisée, comme si c'était une stratégie ou même une bouée. Oui, on se rappelle de Chiari, là, qui n'avait pas pris ça pendant tout, là. Mais c'est Carrie. Ah, tu fais des recherches en même temps. Hein? Oui, c'est ça, je suis en train de faire des recherches, j'essaie de voir. Parfait. C'était la deuxième édition de Kevin Lapierre, puis Juliane qui a rencontré son joueur avec de football. Marjorie, hein, c'est ça. Ouais, Marjorie mais si c'est Carrie, Cynthia. c'était avec En Kevin. 2020. En 2020. Chez nous. Espagne. OD Espagne. Je me OD rappelais pas de ça. Espagne. Je me rappelais pas qu'il y avait eu un OD Espagne. Bon, ça va bien. Bon, peut-être qu'il y a des fake news dans ma chronique. À voir, à poursuivre. OK, je vais continuer. Ben oui, vas-y, Puis, vas-y. interromps-moi après si tu as la nouvelle. Mais bref, à mon avis, ça s'explique par le contenu auquel on est habitué. Hein. C'est essentiellement hétérocentré, conforme aux normes dominantes. Et dans un show où la représentation queer est absente ou marginale, ben, dès qu'elle apparaît, elle est réduite à
une hypersexualisation stéréotypée. Et parlant de remplir des quotas, il suffit pas d'insérer, on en a parlé tantôt, de la diversité corporelle, sexuelle, de genre, des personnes racisées, ou, comme tu le dis très bien, Emna, de la majorité globale, dans un show de dating pour que magiquement se créent des romances qui reflètent la réalité. Le point incompris dans les shows de dating, encore à ce jour, sauf le mien, évidemment, c'est que ça prend une réelle attirance pour qu'il y ait un match. Hein, pour qu'une relation romantique se crée, la tolérance qui se traduit par une acceptation superficielle, ben c'est pas suffisant. Et même l'ouverture d'esprit, ben, qui est le bare minimum, ben ça ne l'est pas non plus suffisant pour s'attendre à ce qu'un couple soit formé. Donc, accepter l'identité complète d'une personne, ça veut pas dire qu'il y a de l'attirance. S'accepter, c'est la base. Juste pour pas qu'on reçoive 1 million de messages de gens qui ont la réponse, là, Cynthia et Marjorie, Cynthia a gagné OD Espagne, mais c'est bel et bien dans OD chez nous. Donc, OD Espagne en 2013, là, avant la mouture, c'était sa première fois dans les aventures, mais c'est dans OD chez nous que Cynthia et Marjorie ont eu cette brève aventure et elles se sont laissées à la fin du mois de décembre la même année. Fait que voilà, je voulais juste parce qu'on aurait eu tellement de messages. Vas-y. Alors là, je m'en viens à mon titre, mais qu'attendons-nous de Béatrice? Hein? Qui plus est, des candidates féminines de cette saison. On se retrouve encore une fois avec une personne queer dans un cast entièrement cis hétéronormatif. Et à travers les années, la prod qui a réitéré à plusieurs reprises en incluant des femmes de diversité sexuelle et de genre, mais qui sont toujours, ou presque, seules à affirmer haut et fort avoir un intérêt pour d'autres femmes. Mais qu'attendons-nous? Hein? Qu'une des femmes ait soudainement un éveil sexuel devant la caméra? Non. On a vu, entre autres, dans son portrait, Béatrice. L'extrait sélectionné de son discours, c'est la possibilité d'un French avec une autre femme et non la possibilité de créer une romance, une relation romantique avec une autre candidate. Par contre, on sait, avec les propos tenus de Béatrice, que c'est pas une simple curiosité ou une wildness, comme le décrivent les boys, mais c'est une orientation sexuelle qu'elle porte. Résultat, même s'il y a présence de diversité, ça favorise pas des vraies connexions. C'est comme si sur le menu, il y a l'option, mais ils n'ont rien. Ils n'ont aucun ingrédient pour la cuisiner. Comme des véganes au McDonald's. Exact. Et ça, c'est la preuve ultime qu'Occupation Double fait du queerbaiting. Je vous le cacherai pas, oui, ça suscite la curiosité. Ça vient même agrandir l'audience d'Occupation Double. On se fait des scénarios, la communauté veut y croire. Mais on est toujours déçus année après année. C'est légitime de ne pas vouloir se mouiller, de faire des beaux yeux à une femme qui, au final, on sait qu'elle est probablement hétérosexuelle. Et cette semaine, on a eu le droit à un « Marie m'a donné le go ». C'est possible qu'il y ait des rapprochements de la part de Béatrice, mais ironiquement, c'est la seule information depuis le début de la saison qu'on a eue. Marie-Mie, elle l'a quand même nommé une couple de fois, non? Que Béatrice, quand elle avait une fois, su ça, dans la première semaine, que c'est tout. Ce fut bref. C'est ça. Et Béatrice se retrouve, malgré elle, à interpréter le rôle de la femme bisexuelle idéale qui désire profondément les hommes, avec un penchant pour les femmes, qui sera jamais menaçant pour leur ego, hein, surtout. Donc, on assiste à des hommes qui ne se sentent pas attaqués dans leur masculinité et qui continuent à être même turn-on par cette orientation sexuelle d'une femme qui incarne les standards de beauté et de féminité. Donc, j'aimerais aussi vous ramener à notre tour du chapeau, ce décalage des réactions entre boys versus la personne désirée. On a pu observer un double discours tenu par les garçons, hein, une fois de plus. Tantôt, une ouverture performative en privé, donc face à Béatrice. Tantôt, un comportement de rejet en public pour protéger son statut devant le groupe des garçons. Je me permets là une petite parenthèse neuroscientifique. L'amplification de réactions scandaleuses, ça découle de ce besoin inconscient de cohésion. Parce que oui, l'oxytocine, ça se manifeste pas seulement là, dans les séances de yoga tantrique, là, quand on se dit « I bless you, I love you hein. ». Merci Joanie et Sandrine pour la citation. Mais ça se manifeste aussi dans des buzz sociales, quand on amplifie. On amplifie pour marquer son appartenance à la gang, imiter des réactions dominantes du groupe, comme Jérémy, on se rappelle, dans l'épisode 6, qui devient soudainement mouton. Hein? Il est revenu sur son point en disant « Finalement, j'ai oublié,
je pense que c'était quand même important. Oh! Parce que personne ne veut détonner. Et pour terminer, justement, mon petit bébé embarque-tu queer, la première télé-réalité queer au Québec, ben, elle a pour but de mettre en relation des gens de la diversité ensemble pour créer des relations qui se peuvent pour vrai. Oui. Voilà. Mais merci, parce que c'est sûr qu'ils savent pas quoi faire au dé avec des candidats queer, parce que c'était tellement comme un fiasco, Cynthia et Marjorie. Je sais pas si tu t'en souviens, mais comme nous, on en avait parlé. Je pense même que Judith Lucier était venue parler au officiel. Je regarde Gab du coin de l'œil pour nous parler de queerbaiting, puis justement, tu sais, parce qu'on était comme, mais que se passe-t-il avec ça, tu sais? Puis il me semble que ça avait été très, très mal Dans le sens, c'est handled par la Ben, prod. c'est ça. Sont pas, ils mettent pas les... mon Dieu, c'est quoi l'expression en français? Ils font rien pour que ça actually ait du succès. C'est juste du queerbaiting. C'est ça, c'est juste... Mais c'était même la première fois où il autorisait 2 femmes. Il était comme, non, À nous, prendre la on veut photo pas. Oui, à la elle veut pas finale. rester, on veut pas avoir notre photo de couple avec comme des gars, juste, on veut être nous ensemble. Tu sais, on s'est matchés. Puis il était comme, OK, Mais tu sais, on va le faire, mais comme. Mais tu sais, cette saison-ci, mettons, comme tu dis, ça a été mentionné une seule fois pour Marie-Mé. À chaque fois qu'on va dans la maison des filles pour annoncer une activité, c'est quel gars tu choisis. À aucun moment, il y a une ouverture, un voyage, machin. Fait que, La forme n'est pas faite. pour ben ça. non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est super important ce que tu fais, puis on a trop hâte. Ah, merci beaucoup. Pour les prédictions, encore une fois, au moment où on est en train d'enregistrer, ben vous êtes en train de regarder l'arrivée des nouvelles filles dans la maison, dans la quotidienne de lundi, les amis. Puis alors, il n'y a pas eu d'élimination. Non, il n'y a pas eu dimanche, fait qu'on sait pas qu'est-ce qui d'élimination. se C'est passe. comme on sait pas trop, mais bon. Tu sais, habituellement, les arrivées tardives, c'est jamais la twist que la prod voudrait que ça soit. Mais là, les candidates cette année nous ont quand même surpris. Fait que pensez-vous que ça va brasser les cartes des nouvelles filles? Je vous lance ça parce qu'on n'a pas tant de prédictions à faire cette semaine. Moi, mais... je connais une des nouvelles filles, puis ça arrive Eh pas oui, souvent, ça, parce c'est que vrai, c'est une hein? humoriste. Je la connais C'est pas, quoi déjà Julie son Pierre. Julie Pierre, Je la ouais. connais pas très bien, mais comme je lui souhaite tout le meilleur, évidemment, elle déplace de l'air. J'espère que les gars sont prêts. C'est la seule chose que je sais d'elle, c'est que, ouais. Mais elle n'est pas la seule. Je pense qu'il y a une couple de filles avec un bon caractère affirmé. En tout cas, je leur souhaite de... En tout cas, Laurie n'aurait jamais survécu à ces filles-là. C'est ça que je veux dire. Moi, je voulais parler pour mes prédictions, je pense que, tu sais, parce qu'on était comme, il y a beaucoup de ficelles au salon qui ont dit, est-ce que Béa vient de perdre avec ce qu'elle a fait, nanana. Moi, je sais, en tout cas, moi, je pense que si l'élimination des gars arrive avant, je pense que les filles pourraient flusher Sébastien. Moi, je manifeste. Je pense que Je les manifeste filles, fort. tu sais, si, mettons, Béa, à moins que Béa fasse comme non, moi, je veux le garder absolument, mais peut-être que Béa va se réveiller puis flusher Seb pour revenir avec C'est Maxime. mon plus grand souhait. Oui, est-ce que vous avez remarqué l'esprit de sororité entre les femmes? C'était un girl power de... Vraiment. C'était la on va première t'aider fois à de la saison. déconstruire Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Puis Ouais. on te pardonne, C'est vrai. Béatrice. Lauriane Puis- a bien parlé. Ouais. Je trouvais que c'était la première fois depuis un bout. Peut-être que c'est le fait que Laurie était là que ça marchait pas en toute la sororité. Et la pauvre, j'arrête pas de parler d'elle. Mais c'est vrai, il y avait aucune sororité possible quand elle était là. Et Elle était pas Marie, une elle girl's aurait eu girl. tellement toutes les raisons d'être en tabarnak, Ouais. puis elle a tellement été gracieuse dans la situation. Tout à fait. Moi, j'ai Une tout reine. aimé. Tout à J'ai fait. tout Mais tout je aimé. pense, puis c'est drôle parce que j'ai vu d'autres mondes sur TikTok en parler, fait que j'étais comme, ça m'a validé. Moi, je pense même qu'Arnaud, dans sa fragilité et ses insécurités, pourrait convaincre tout le monde de se retourner contre Sébastien et ça pourrait mener Sûr. à sa perte, je pense. Mais là, on a vu à la fin de l'épisode de dimanche que Jérémy allait rencontrer les nouvelles filles parce que c'est lui que les filles ont mis en numéro 1 dans le... Je sais parce qu'il voulait pas mettre Il voulait Arnaud. pas je mettre- sais pas. Je veux dire, Il fait savait pas que l'unanimité c'était... de Cindy. Il Voilà. savait pas que c'était ça le privilège, mais Non, comme c'est ça. thank God que c'est pas Arnaud qui est allé voir les nouvelles filles quand même. Là. Ma prédiction, c'est que ça aurait été de la merde. Là, Oui, c'est ça, comme- une très bonne prédiction. Fait que, Fait qu'on verra si on pourra parler d'une élimination la semaine prochaine ou pas encore. tout à mais... fait. Veux-tu commencer avec ta recommandation culturelle? Ben, en fait, avant de terminer l'épisode avec les J'oublie tout le recommandations temps, culturelles, Je m'excuse, la gang. on veut quand même prendre le temps de remercier les gens pour le Patreon, puis vous en glisser un petit mot parce qu'on l'a relancé cette année encore avec une twist différente parce qu'on va faire 2 enregistrements devant le public réservés à vous, les abonnés Patreon.
Il y a, oui, Excuse, ben je sais non, pas t'es où dans ton on texte. fait du freestyle en ce moment. Il y a plusieurs parliers pour correspondre à tous les portefeuilles. Puis, ben, on vous invite, c'est ça, à aller vous inscrire pour découvrir plein de belles exclusivités. On va brainstormer bientôt des idées de chandelles, deux nouvelles sortes de chandelles qui avaient été très... l'année passée, c'était chasseur-cueilleur. Oui, pour le sapin. Puis, pomme kick. Ah oui, pomme X Spice. Oui. Pour rendre hommage à la chronique sur les hicks d'Amélie. Oui. Donc voilà, tous les détails sont sur la page Instagram. Merci. Oui, et merci pour votre enthousiasme parce que comme la semaine dernière, ben c'est ça. En plus des nouveaux abonnés de la semaine, on veut aussi prendre le temps de souligner les abonnés des années précédentes qui ont renouvelé leur abonnement. Et il y en a beaucoup. Oui. Alors on continue de diviser le tout sur plusieurs épisodes. Ne perdez pas espoir. On devrait avoir fini d'ici la fin de la saison. Shout out. Gros merci à Elsa Bourdeau, Jonah Pedersen, Paul M, Valérie Bélanger, Eliane Beauregard, Arthur, les Baby Lou, Marie-Aimée Lamarche, Patricia D, Marie-Pierre Lacombe, Annick Lepage, Marie de la Folie, Val Donne et Myriam Sauvé. Oui. Alors voilà, merci beaucoup. On a vraiment hâte de vous voir pour l'enregistrement de la mi-saison. Puis n'oubliez pas de nous envoyer des questions, des sujets qui vous intéressent pour les segments exclusifs Patreon parce que en fait, pour ceux et celles qui ne le savent pas, à chaque semaine, on garde notre invité encore un peu à la fin de l'enregistrement pour faire un segment, une prolongation là, comme au hockey là. Puis on jase de quelque chose qu'on n'a pas couvert dans l'épisode. Puis, ben habituellement, on aime ça quand ce sont les abonnés Patreon qui nous envoient elles-mêmes les sujets qu'elles voudraient entendre parler. Donc voilà, n'oubliez pas de nous envoyer ça. On est toujours ouverte à ça. Oui, merci. Alors, les recommandations culturelles, on y va pour vrai, là. Oui, vas-y, commence. Ah non, mais vas-y, Méliane. Vas-y, Méliane, on te lance la porte. OK, parfait. Trop d'analogie Ce week-end, je suis allée au festival El Campo, où les Van Lifers à travers le Québec et le Canada se regroupent pour un séjour dans le but de reconnecter à son corps, d'aller à la rencontre des autres. Et c'était à la baie de Beauport de Québec. Puis, parmi les ateliers et conférences, il y avait le balado L'école de la vie de Vanessa Pilon. Est-ce que vous connaissez? Non. Ah, mais moi, j'ai pas de balado pour Vanessa ça. Pilon, l'animatrice. Oui, exact. Et elle était accompagnée de Alexandra Sherrod-Dahl pour explorer en profondeur le sanctuaire. Okay. Et là, le lien à faire avec ODA, c'est quoi ce lien-là? De ce qu'on entend, les candidates des téléréalités de dating, la notion d'encadrement qu'on a parlé tantôt, ça se traduit souvent dans une journée fragmentée de beauty shots, de confessionnaux, mais dans l'attente aussi, à se tourner les pouces sur le divan, impatient de la fameuse activité ou la twist. Mais au final, cette immersion hyper intense amplifie, oui, les émotions, les réactions, les liens d'attachement, mais bien que ce soit une belle stratégie, une belle recette gagnante là, pour un bon show, c'est un peu toxique, là. C'est pas très bienveillant. Et évidemment, dans la première télé-réalité Quoi au Québec, on va s'en distinguer. Ça va être une approche beaucoup plus bienveillante. Mais bref, ça, c'était le lien avec OD. Pour poursuivre ma recommandation, oui, on assiste à des conversations qui sont très élevantes, qui poussent à la réflexion. On décortique le phénomène d'être à la maison. La notion de son chez-soi. Est-ce que c'est dans un lieu? Est-ce que ça s'exprime à travers des personnes, des biens matériels? Puis la symbolique de la maison à différencier du sanctuaire. Le sanctuaire, qui est un lieu qui évoque peut-être de première impression un endroit sombre, hein, les ténèbres, ça doit être spirituel, cette affaire-là. Mais en réalité, un sanctuaire, pour par exemple un Québécois de ce monde, ça peut se résumer par un garage, aussi simple que ça. Un lieu où est-ce qu'on va se réfugier après une chicane. Un lieu pour taponner sur ses bébés, reconnecter avec son enfant intérieur sur ses outils, qui permet de se réguler aussi. Mais la réflexion prend aussi une autre dimension quand on pense au sanctuaire des femmes. Double standard, ça c'est le lien que je peux faire avec OD, le spectacle de double standard. Trop souvent, par défaut, le sanctuaire pour la femme, c'est réduit à la cuisine, la chambre à coucher. Comme si l'espace de régénération pour une femme, ça devait nécessairement être dans le service aux autres, un espace commun, plutôt que dans un lieu intime qui lui appartient vraiment. Fait que tantôt, j'ai mentionné ce besoin de cohésion entre boys pour appartenir à un groupe, pour pas détonner. Mais ce balado explore justement ce besoin de cohésion, mais à l'échelle de la société. On réfléchit à la manière dont certaines architectures sont pensées pour nourrir un sentiment de communauté. Les balcons en façade de l'époque, autrefois des espaces propices pour la rencontre en plein centre-ville, des conversation pits, les gros sofas là, en rond dans les années 70. Bref,
à l'opposé, dans OD, on met de l'avant des maisons qui sont spectaculaires. Même dans les portraits, les beauty shots. Hein, tout ramène au paraître le luxe, l'apparence, le statut. Donc, pour revenir au balado, Vanessa et Alexandra, ils ont déconstruit la manière dont on valorise parfois les choses qu'on possède. Est-ce que ça nous procure vraiment du bien parce que c'est trendy? On nous a dit que l'amalgame de toutes ces choses, toutes ces décorations, c'était censé nous procurer un sentiment de confort. Puis aussi, on s'offre des moments de déconnexion face à cette surstimulation. Aujourd'hui, une fin de semaine en camping, un voyage à l'autre bout du monde, tout ça pour reconnecter. Mais on oublie souvent qu'il existe déjà ça autour de nous, qu'il y a plein de pépites d'or. Fait que je trouve que c'est ce sont de belles questions à se poser entre amis, entre familles, choisies. Est-ce qu'on sort assez des paradigmes esthétiques? Est-ce qu'on se donne la permission de changer d'idée? Puis de créer un environnement où est-ce qu'on se sent en harmonie? Est-ce qu'on a un sanctuaire? C'est quoi la définition de se sentir chez soi? Rappelle-moi le nom du podcast. L'école de la vie. L'école de la vie, de Vanessa Pilon. Voilà. Ben oui, les grosses maisons super luxueuses à OD, puis tout le monde se retrouve devant la rangée des déodorants secrets. C'est ça le sanctuaire, dans le walk-in, dans la salle de bain. Merci beaucoup, Myliane. Merci. Toi, Amélie? Moi, cette semaine, j'aimerais ça vous proposer un court essai que j'ai dans ma bibliothèque depuis plusieurs années et que j'ai lu seulement récemment. Fait que peut-être que tout le monde l'a déjà lu depuis longtemps et que je suis très en retard, mais bon, j'ai failli vous suggérer les Hunger Games. Là, mais là, tu sais, moi, ça, je suis vraiment en retard. Mais là, ben, c'est un essai québécois intitulé à juste titre « Douce amère, à qui profite notre bienveillance » de l'autrice Véronique Allary. Je vous lis rapidement le synopsis. Le terme bienveillance est devenu un mot-clic. S'il en a certainement inspiré plusieurs à agir avec plus de compassion, se pourrait-il que d'autres aient récupéré ce courant afin de l'instrumentaliser à leur propre fin? Se pourrait-il que son omniprésence contribue à exercer une pression indue sur certaines franges de la population déjà exagérément sollicitée? Cet essai se veut une invitation à une bienveillance bel et bien bienveillante. Alors, si comme moi, vous travaillez dans un domaine du care, si comme moi, vous vous êtes déjà fait tone policé dans une discussion et qu'on a essayé de vous dire que votre colère n'est pas légitime, si comme moi, vous êtes une femme, cet essai risque de vous faire du bien et de vous valider. Moi, je suis un petit peu gossée du mot bienveillance qu'on utilise à toutes les sauces, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de réfléchir à pourquoi, justement, c'est un concept qui m'est pourtant vraiment très, très cher dans ma pratique du travail social, mais pourquoi ça peut provoquer une écœurantite, des fois, à cause de le fait enfoncer dans le gorgoton. Donc, c'est un petit essai court et percutant qui va vous inviter à reconsidérer justement votre rapport à la bienveillance. J'ai trouvé ça vraiment super. Très bon. Mais ça date de 2022. Fait que c'est pour ça que je disais peut-être que les gens ont déjà tous lu ça depuis très longtemps, mais voilà. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. C'est une très bonne suggestion. Merci. Vas-y, Emna. Moi, pour rester dans mon thème, j'avais 2 petites suggestions. Le livre Fragilité blanche, ce racisme que les Blancs ne voient pas. Ça pourrait être plus ce dont je parlais aujourd'hui. C'est un livre qui était sorti aussi, moi aussi il y a longtemps. Peut-être que des gens l'ont déjà lu, mais je pense que même moi, là, je vais me faire un petit refresh. Là. Ça a été sorti en 2020. C'est de la sociologue américaine Robin DiAngelo qui a passé 20 ans à étudier cette question-là avec des ateliers sur la diversité puis le multiculturalisme. Puis elle en a tiré un concept fondamental pour comprendre le rapport des Blancs au racisme. La fragilité blanche, un mécanisme de défense ou de déni qui permet de détourner la conversation qui empêche d'identifier le racisme systémique qui persiste dans nos sociétés et donc de le combattre. Donc, je vous suggère de le remettre au-dessus de la pile si, comme moi, il est dans votre bibliothèque justement depuis 2020. Et aussi, je me permets un complément. La série Insecure, si vous êtes plus série télé que livre, qui est disponible sur Crave. C'est une série créée, entre autres, par Issa Rae, que j'aime beaucoup. Puis Issa Rae joue aussi le personnage principal, qui est une femme noire forte, drôle, ambitieuse et tout ça. Et où la plupart des personnages sont des femmes noires fortes, indépendantes, ambitieuses. D'ailleurs, j'ai tellement appris avec cette série-là. Pour vrai, je vous la conseille fortement. C'est disponible sur Crave, donc. Puis c'est grâce pour moi à des livres comme ça, à des séries comme ça, à des podcasts comme Woke ou whatever, que je suggère aussi, que je suis personnellement une meilleure alliée, une meilleure amie pour les femmes noires dans mon entourage et juste une meilleure citoyenne en général. Merci, Emna. Hey, c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Merci, Méliane, d'avoir accepté notre invitation officielle. On peut suivre la page de Embarques-tu Queer sur TikTok, Instagram, un peu partout. Et il y a des événements qui s'en viennent. Oui, Ninkasi, le 8 novembre. À Québec Cité. Oui, à Québec. Ouais. Québec, parce qu'on a fait un premier événement là, à Montréal. Et là, on va découvrir
qui sera de l'aventure. Oh! Parce qu'on va pas de queerbaiting. Là, donc, évidemment, on va regrouper là, un certain profil. Est-ce que c'est une édition fluide, achelienne, saphique? Est-ce que c'est pour les Gen Z? T'sais, vous allez tout savoir à cet événement en primeur. Et ensuite, là, ça sera diffusé, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Donc, Et c'est quand l'événement? 8 novembre. On a un samedi. Hein, souvent, là, la place pour les événements Ça arrive jamais. c'est la même place qu'on octroie à une soirée karaoké, bingo. D'impro. D'impro. Ben là, on a un samedi, Ninkasi, puis on finit ça avec Faites un la karaoké, fête pour en plus. nous, gens de Québec et des Oh environs. oui, Québec City. Merci. Ben merci. à vous On d'avoir les mis la lumière. ficellos en dehors de Montréal On seront va contents suivre ça, de certainement. pouvoir se joindre. Merci Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion, l'organisation. Merci à Virage Sonore pour leur chaleureux accueil. Merci Marie-Hélène, notre magicienne du montage. Merci Julien pour le super jingle. Et merci à vous, chers ficellos, ficellos. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine! Bye bye!